Je viens de très très loin. Les gens ne comprennent pas en fait à quel point je viens de loin. Gagner 800 balles par mois, je n'étais même pas en survie quoi. Je devais trouver une solution. C'est un standard, c'est je dois gagner 1 million d'euros. Ça c'est mon minimum. Salut Max. Salut Alec. Comment tu vas? Super. Bon, magnifique, ça me fait super plaisir de t'avoir ici. Bah écoute, moi aussi, c'est un plaisir. Génial. Donc, rapidement, je vais te présenter, même si la plupart des gens, je pense, t'ont déjà vu, te connaissent, t'ont vu en pub, t'ont vu en vidéo, t'ont vu peut-être en séminaire. Auteur best-seller, coach de renommée internationale, expert en stratégie de leadership et de réussite. On va d'ailleurs en parler aujourd'hui pas mal de la stratégie de leadership, de réussite également. Master coach, formateur avec Excellence Coaching Academic, ton programme qui permet de former des personnes à devenir coach d'excellence. Tu as accompagné plus de 150 000 personnes, majoritairement des entrepreneurs. C'est noté sur ton site. On le voit aussi parce que tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Un des précurseurs des séminaires développement personnel en France. Tu as fait la une de différents magazines, dont le magazine Entreprendre en 2021. Tu es passé sur différentes chaînes télévision françaises, quasi toutes d'ailleurs, pour justement parler du coaching et de l'entrepreneuriat en général, du leadership. Donc ça me fait super plaisir que tu sois présent ici. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Avec plaisir, ça va être fun. Je sais que tu es fort sollicité. J'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet. Ça fait maintenant plus de 10 ans que tu évolues dans l'industrie du coaching. Parle-nous Max, avant tout ce succès, toute cette visibilité que tu as su créer, eh bien, ce qui a forgé la personne que tu es devenu aujourd'hui, qui était le Max avant le Max Piccinini qu'on connaît partout sur Internet, partout sur scène? Je dirais que c'était un Max qui était perdu, qui avait zéro confiance en lui. Tu connais mon enfance, peut-être que je vais la raconter, ça va peut-être inspiré du monde parce que beaucoup de gens comme ça me voient sur scène au Palais des Congrès de Paris devant 2500 personnes et ce genre de choses avec une grande confiance en moi, mais j'étais complètement à l'opposé de ça. Donc mon père m'a frappé quand j'étais petit. C'était à 3 ans, je m'avais toujours une frapper pour faire dès qu'on faisait une photo violon. Donc ça m'a vraiment marqué parce que quand tu as 3 ans, forcément tu vas faire des photos violon quand on te force en plus de le jouer. Et donc j'avais un grand manque d'estime personnelle, enfance vraiment pas facile, c'était des insultes tout le temps. Et donc moi j'étais à un moment dans ma vie, c'était horrible quoi. Et donc ce qui a vraiment forgé ma destinée, ça a été le décès de mon père. Il est décédé quand j'avais 14 ans dans un accident de la route. Ça m'a mis un électrochoc. Et on va savoir que juste avant qu'il meure, c'était là où on commençait tout doucement, parce qu'il avait divorcé avec ma mère. Il a trouvé une femme qui, elle, ne tolérait pas qu'elle entende qu'il frappe ses enfants. Donc tout doucement, je le voyais changer. Je voyais qu'il se contrôlait ses colères et il se retenait pour nous frapper, ce genre de choses. Et tout doucement, j'ai commencé à me dire, ouais, on peut changer. Donc le grand cadeau que j'ai eu de la part de mon père à la fin, c'est qu'on peut changer. Il ne s'empêche pas que je perds mon père à l'âge de 14 ans, je tombe en dépression, pensée suicidaire, pas du tout entrepreneur dans l'âme, mais alors pas du tout. Mon père était prof de français au collège, il venait d'Italie, d'où le nom Piccinini. Et ma mère qui était prof de religion catholique au collège aussi. On était 4 enfants, il gagnait 1000 balles par mois, enfin, on survivait quoi. Donc on ne gagnait pas d'argent, pas de diplôme, etc. Et donc j'ai démarré dans la vie un petit peu à l'âge de 21 ans, je me dis ok, je vais lancer un business et je vais trouver ce que je peux. Et puis je me suis un petit peu lancé dans ce que je pouvais, donc j'ai trouvé un marketing de réseau. Okay. Et c'était pour moi... pour moi, c'était on me demande pas de diplôme. Je peux travailler fort. Et au passage, avant ça, qu'est-ce qui m'a peut-être amené à faire ça? C'était parce que suite à la mort de mon père, ma mère m'a donné le plus grand cadeau qui soit. C'était un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et ça m'a ouvert au monde du développement personnel. J'ai commencé à capter que si je change mes pensées, mes comportements, je peux changer mes résultats. Et ça, pour moi, c'était le feu parce que jusqu'à présent, c'était j'ai pas de chance, je suis une victime, je suis né dans une mauvaise famille, on m'a frappé, on n'a pas d'argent. Mon père nous semble me frapper, mais on n'avait pas d'argent du tout. On ramait financièrement. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir à ce monde de si je change mes pensées, je peux changer mes émotions, je peux changer mes résultats. Et ça commence à me fasciner. Et donc, à l'âge de 21 ans, je démarre dans le marketing de réseau qui me demandait en gros de faire des efforts et je les payais au juste mérite. Alors là où j'ai découvert qu'il y avait une théorie du développement personnel et la réalité du développement personnel. La théorie, c'était tu rêves grand et tu crois en toi, tu fais des affirmations et tu fais ton tableau de rêve, etc. C'était mignon. Ça va, au bout de 2 ans, je gagnais 800 € par mois. Alors que j'avais comme but de gagner 100 000 € par mois au bout d'un an. J'étais pas du tout. Et donc là, j'ai découvert qu'il y a une différence entre comprendre intellectuellement la confiance en soi et la construire. Il y a une différence entre il faut passer à l'action
et passer à l'action. Ouais. Premier coup de fil que je devais faire, j'ai mis 2 jours et demi, j'ai bouffé au moins 4 tablettes de chocolat, j'avais toujours des bonnes excuses, je vais l'appeler, non, là il doit être au travail, non, il est en train de déjeuner, donc je l'appelle ce soir, et finalement ce soir je vais le déranger, il va plus trop bio. J'étais monsieur excuse, monsieur zéro confiance en moi, monsieur qui remettait tout à demain. Donc je viens de très très loin. Les gens ne comprennent pas en fait à quel point je viens de loin. Mais je dis souvent, c'est le pire des situations, c'est dans le no man's land. Quand ça va. Quand ça va, on est dans la merde parce que ça va. Donc on va se faire, ouais, j'ai un petit appartement, ouais, je gagne mes 2000 balles par mois, ça va. Moi j'étais vraiment, je gagnais 800 balles par mois, je n'étais même pas en survie, quoi. Je devais trouver une solution. J'avais zéro confiance en moi, j'étais tellement en mal-être à l'intérieur de moi, j'étais tellement au plus bas du bas qu'il n'y avait qu'une solution, c'était soit j'y reste, soit je remonte. Mais quand je remonte, je vais remonter fort. Et à moi, j'ai juste eu, je me rappelle, je reviens d'un rendez-vous d'affaires. J'habitais à Fürdenheim, à côté de l'Alsace. J'étais en Alsace, à quelques kilomètres de Strasbourg. Je vivais encore chez ma mère. J'avais 23 ans. Et je rentre dans un rendez-vous, j'avais des excuses, ça n'avait pas marché, bref. Et j'entends une conversation entre ma mère et ma sœur qui, en gros, fait ouais, bon, son expérience entrepreneuriale, bon, il est mignon, mais il va retrouver un job comme tout le monde. Et ça m'a vraiment énervé. J'ai pété les plombs. Je suis parti dans ma chambre, j'ai claqué la porte. J'ai dit, putain, même personne ne croit en moi, même pas ma famille. Et là, j'ai commencé à capter que, bordel, peut-être que ma famille ne croit pas en moi parce que peut-être que moi, je ne crois pas en moi. Et là, j'ai commencé à capter, je revenais à la base du nom personnel. C'était Jim Rohn qui est probablement un type plus grand dans le nom personnel qui disait si je veux changer les choses, je dois changer. Et là, j'ai vraiment compris pour la première fois la vraie profondeur de cette phrase qui n'était pas juste intellectuellement oui, je sais, il faut que je change. Il fallait vraiment que je change. Il fallait que je tue mes bordel d'excuses à 2 balles, quoi. Et là, ce jour-là, je suis passé du petit entrepreneur qui avait peur, qui avait zéro confiance en moi, qui n'avait pas de diplôme, parce que j'ai un bac+1 et une semaine au passage, et fier de l'être parce que je n'aurais pas continué, j'aurais encore appris des conneries qui ne servent à rien. Et d'un coup, je suis passé du zéro confiance en moi, j'ai peur de tout, je suis une grosse victime, à un homme d'affaires. Ce jour-là, j'ai dit, mais non, ça suffit. Mais non, quitte à faire ces trucs, je vais réaliser mes bordel de rêve. Et je vais y aller, je vais tout exploser. Maintenant, je suis un homme d'affaires. Et j'ai commencé à parler différemment. Littéralement, en 1 minute. C'était comme une sorte d'accumulation de marre d'en avoir marre. Déclic. Bam, déclic. Le déclic, absolument. C'est le déclic, c'était terminé, c'est fini. Et d'un coup, quand j'avais les gens au téléphone, ils croyaient que je gagnais 20 000 balles par mois, que j'avais 35-40 ans, alors que j'avais 23 ans. Ouais. Et d'un coup, ils me voyaient faire « Oh, vous êtes jeune !» Ils ne s'attendaient pas à ça. Quand ils me voyaient physiquement après le coup de téléphone, ils disaient « Wow, vous êtes mature !» J'étais une autre personne. Et je pense que ça a été le plus grand changement pour moi. C'est un vrai changement d'identité du petit entrepreneur qui a peur de tout à je suis un homme d'affaires, je vais tout péter, il n'y a personne qui va m'arrêter et je m'en tape de ce que j'en pense de moi. Et là, je suis devenu une machine de guerre et au bout de 3 ans, je gagnais 10 000 balles par mois et à l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. Ce qui est... pour beaucoup, maintenant, on sait rien du tout, mais pour moi, c'était énorme de voir où je partais. Bien millionnaire à l'âge de 30 ans, c'était énorme. Et puis, par la suite, je démarrais ma carrière de coaching, mais ça, on pourra en parler tout à l'heure. Complètement. Superbe. Ça me permet d'introduire parfaitement le deuxième sujet. Tu vois, je l'avais noté ici. Tu t'en parles sur ta chaîne YouTube, tu le mets sur ton site. C'est aussi l'intitulé, il me semble, ou en tout cas la promesse de certains de tes programmes, c'est « Devenez le leader de votre vie ». Et clairement, à ce moment-là de ta vie, tu as pris cette décision, tu as eu ce déclic et tu es devenu réellement le leader de ta vie, tu as changé littéralement d'identité. C'est quoi ce concept du coup et c'est quoi concrètement être un vrai leader selon ta perception, selon Max Piccinini? La première chose que je dirais, c'est est-ce que je suis un exemple pour les autres? Je pense qu'un leader, par définition, le mot leader, au passage, ça vient d'un mot, je crois, hindou-allemand, ce qui est vraiment bizarre. Der, c'est l'allemand, Li, c'est un indien, et c'est l'ouvreur de voie. Donc, c'est la personne qui ouvre la voie et qui est un exemple pour les autres. Pour moi, un excellent exemple, c'est est-ce que je suis un bon exemple pour mon fils, pour ma fille. Bientôt ma 2e fille qui est mon 3e enfant. Bref, je n'ai pas encore intégré ça. Ça arrive dans 3 mois au moins, on enregistre ce podcast. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que je suis un leader? Est-ce que j'aime bien me regarder dans le miroir? Est-ce que j'aime ce que je vois? Et surtout, est-ce que je suis un exemple pour les autres? Donc, est-ce que je suis capable de couper mes excuses à 2 balles? Est-ce que je suis capable de dire... Tout le monde sait que le sucre, c'est mauvais. Mais est-ce que je suis capable d'arrêter le sucre? Ça, c'est la vraie question. Il y a nombre de gens, encore une fois, c'est être capable de décider des choses inconfortables. Et je dirais, si on doit faire vraiment un résumé très simple d'un leader, c'est faire ce qui doit être fait. Bon, c'est pas est-ce que c'est confortable, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, c'est je fais ce qui doit être fait pour atteindre mes objectifs ou pour offrir le meilleur à ma famille ou pour amener cette entreprise au succès. C'est un leader, il n'y a pas d'excuse, c'est juste je vais faire ce qui doit être fait. Point barre. Je dirais que c'est la version simple du leader. Ok.
Tu parlais d'un concept tout à l'heure qui est le concept de où est le cadeau. Tu en as parlé pour ton père, tu en as parlé pour ta mère, c'est quelque chose que tu enseignes, que tu partages. D'où justement tu as... Parce qu'après coup, aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as accumulée, les livres que tu as lus, les coachings que tu as fait, que tu as créés, les réflexions que tu as menées, les recherches peut-être que tu as menées sur l'humain, sur la psychologie, etc., c'est quelque chose d'évident que de changer ta perception du monde et des choses pour pouvoir en chercher une leçon ou quelque chose qui te fait grandir. Mais au moment où cela t'arrive, est-ce que tu as déjà cette réflexion de « Waouh, où est le cadeau? Je vais pouvoir grandir par rapport à ça » ou comment ça t'est venu? D'abord, il y a 3 niveaux d'apprentissage. Le premier niveau d'apprentissage, c'est le comprendre intellectuellement. Par exemple, je sais que la cigarette est mauvaise. Ok. Maintenant, le nombre de fumeurs qui veulent arrêter de fumer, qui ont conscience que c'est mauvais, ils ne vont pas forcément arrêter. Donc, le deuxième niveau d'apprentissage ou de maîtrise, c'est émotionnellement. Je ressens tellement la douleur de « Ok, je comprends, je ressens, pas juste intellectuellement, je vais mourir d'un cancer. » Je donne un mauvais exemple à mes enfants. Là, il y a le déclic émotionnel. Là, on n'est plus au niveau intellectuel, au niveau émotionnel. Et le troisième, c'est je l'ai maîtrisé, je le fais. J'ai arrêté de fumer, par exemple. Rappelle-moi la question. C'est au niveau de ce truc, où est le cadeau? Quand ça t'est venu donc, où est le cadeau? C'est pareil. D'abord, on comprend intellectuellement. C'est OK, on a une emmerde dans la vie. Enfin, vrai, c'est oh là, je sais pas trop quoi. Il y a un gros client qui vient de se barrer, ou je sais pas trop quoi. Il y a quelqu'un qui nous arrive, ou on est en plein milieu d'un podcast. Il y a des enfants qui arrivent, qui débarquent, qui crient comme des fous. OK, c'est la merde. Et qu'est-ce que tu fais? Et donc, intellectuellement, c'est oui. OK, déjà, on doit comprendre que bien, où est le cadeau? Il y a toujours un cadeau dans tout. Donc, encore une fois, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. Quelle est l'interprétation de notre monde? Donc moi, j'ai une formule que j'ai appris par un de mes mentors qui s'appelle toujours pas ça, Jack Canfield, c'est E plus C égale R, que tu connais très bien. Que je connais très bien et que j'ai repris cette formule souvent parce qu'elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante, bah ouais. Donc E, événement. L'événement, on n'y peut rien. C'est le passé, et beaucoup de gens vont parler de « Ah, il m'a fait ceci, il m'a dit cela. Ah mon Dieu, ce client s'est barré. Oh, cette personne, j'ai recruté la mauvaise personne, il s'est foutu de ma gueule, machin. » C'est l'événement. Ça, on n'y peut rien. Et on passe trop d'énergie là-dessus. La vraie chose qu'on peut faire, c'est le C, c'est le choix, qui est aussi, que j'appelle souvent l'interprétation aussi. Quel est le choix qu'on fait suite à l'événement? Donc, E plus C égale R, R égale le résultat ou le ressenti. Si maintenant, je prends l'exemple de mon père est décédé quand j'avais 14 ans, ben, sur le coup, c'était l'événement. Et le choix que j'en ai fait, ou l'interprétation que j'en ai fait, c'était qu'est-ce qui m'arrive? Il se barre ce con. Déjà, il n'a pas été cool avec moi, mais maintenant, il se barre quand j'ai besoin de lui, ou il commence à être enfin sympa avec moi. Etc. Donc le résultat, c'est que je me sentais comme une grosse merde, j'étais dépressif et quasi suicidaire. Donc c'était pas un bon choix. L'événement, réellement, dans la réalité, c'est ok, mon père est décédé. Alors c'est douloureux. Et je dis souvent, la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Cette phrase est vraiment importante à comprendre, et ça c'est autant au niveau entrepreneurial que dans sa vie émotionnelle. Les emmerdes vont arriver. Fumer la moquette de la pensée positive, que tout va être magnifique, tout est merveilleux et qu'on attire que du positif, c'est du fucking bullshit. Il va y avoir des emmerdes, il va y avoir des problèmes, la vie fait partie de ça. Il y a des saisons différentes, et on va tous rentrer en hiver un jour, et l'hiver, c'est violent et c'est froid. Donc avoir des moments douloureux, on va les avoir, mais la question, c'est comment on réagit à ça. Donc soit on se dit « Ah mon Dieu, c'est la merde, qu'est-ce qui m'arrive, machin ?» On se comporte en victime. Soit on fait un choix de dire « Tiens, où est le cadeau dans tout ça? Quelle est la leçon que je peux en tirer ?» Donc d'abord, on comprend intellectuellement, et au fur et à mesure, on a tellement entendu peut-être dans mes séminaires, mes programmes, et on commence à faire une fois, et 2 fois, et moi, c'est un automatisme. Et je prends toujours un exemple d'un de mes clients qui, au passage, quand j'ai démarré avec eux, ils étaient dans mon mastermind, ils ont commencé, ils faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont dans l'équitation, ils sont maintenant leaders dans la formation équestre. Maintenant, ils sont à 1,2 million, donc ils ont quand même fait x12 en 3-4 ans, pas dégueulasse. Mais je me rappelle toujours, il est tombé à cheval, donc c'est un grand maître dans le monde du cheval et l'équitation. Il est tombé à cheval, il s'est cassé le poignet. Et littéralement, dans la seconde qui a suivi, il a dit « Where is the fucking cadeau ?» Parce qu'il est australien. Et donc, c'est vrai qu'il avait intégré suffisamment. Il l'avait tellement entendu dans mes séminaires que c'était « Il doit y avoir un cadeau là-dessus. » En tout cas, c'est quoi le cadeau de se péter un poignet quand tu es monté à cheval? Et finalement, il a dit « Peut-être que c'est pour apprendre à me calmer. Peut-être que ça pour apprendre de la retour. Peut-être que je peux plus travailler sur mon business. Peut-être que je peux apprendre à mieux déléguer. Peut-être qu'il faut que j'arrête d'être constamment devant la caméra. Peut-être qu'il faut que je délègue à quelqu'un d'autre. » Si on veut vraiment chercher un cadeau, il y a toujours un cadeau dans tout ça. Donc, par exemple, pour mon père, c'était une question que j'ai eue une fois. Je me dis « Où est le cadeau d'en perdre son père ?» Alors, c'est un peu difficile. Mais quand j'ai cherché un petit peu, je me dis « Waouh, et si c'était pour apprendre la valeur de la vie, aussi jeune ?» Il y a très peu de gens qui comprennent vraiment ce que c'est la mort, et c'est pour ça qu'ils passent leur temps à gaspiller leur vie. La plupart des gens gaspillent leur vie et ils n'ont pas cet effet d'urgence. On voit beaucoup ça chez les entrepreneurs, ou les gens qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est « j'ai le temps ». Non, tu n'as pas le temps.
Les gens, ils sont là, ils sont un petit peu en mode ouais, bah, ça fait juste 4 ans ou 7 ans qu'ils repoussent leur rêve d'être entrepreneur. On les connaît tous. Et moi, j'en étais un comme ça pendant 3 ans. Oui, on verra un jour. Et un jour, ils se retrouvent, ils sont à 75 ans, 80 ans, ils meurent, les gars. Et donc, le temps passe tellement vite. Et quand, moi, j'ai eu la chance, si on peut dire ça, de perdre mon père. Donc, bien sûr, c'est pas une chance, et c'est un cadeau. Je dois le tourner en cadeau, sinon, à quoi bon? Donc, je dis, OK, il doit y avoir un cadeau dans cette douleur, mais je ne vais pas la transformer en souffrance. Et pour moi, ça a été très vite comprendre à l'âge de 14 ans la valeur de la vie. Donc, c'est ce qui me donne une urgence de vivre, de comprendre très rapidement que, bordel, la vie passe très, très vite et que je me dois de maximiser ma vie. Il est hors de question pour moi de finir sur mon lit de mort en me disant ouais, c'était bien. Je veux dire, j'ai vécu la vie la plus extraordinaire qui soit. Point barre. Donc maximiser ma vie, c'est vraiment ma maxime. Je m'appelle Max, donc ça m'aide bien. Mais c'est vraiment, il y a un cadeau dans tout. Donc c'est vraiment quelque chose ça vient pas du jour au lendemain. C'est approfondir, la répétition, la mère, la maîtrise. Y arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, ça devient un automatisme chez nous. Où est le cadeau? Il y a un cadeau dans tout ça. Et on le retrouve très très vite. Ouais, je te rejoins. Et j'ai sensiblement eu la même réflexion lors du décès de mon père. Alors moi, c'était quand j'avais 18 ans. Mais effectivement, il y a eu un cadeau derrière ça. Et j'ai même dit inconsciemment, avant de comprendre et connaître ce concept, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Dans mon malheur, il y a eu des choses positives, effectivement. Et ça m'a donné cette niaque, cette envie et cette valeur de la vie. En parlant de niaque et de motivation, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à certains de tes séminaires. Je ne sais plus lesquels c'est, ou Destination Réussite. Voilà. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans les séminaires, alors déjà, c'est super bien structuré, etc. Je ne suis pas là pour faire l'éloge de tes séminaires, mais j'aime dire quand c'est bien. Et c'est super bien fait. Et il y a vraiment une recherche, un professionnalisme, une maîtrise. Ça dure plusieurs jours. Il y a un besoin, je pense, d'énergie de ton côté qui est assez dingue. Donc pour ça, franchement, chapeau. Mais un truc que j'ai remarqué qui m'a choqué, c'est que dans la salle, parce qu'il y a quand même je sais pas, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, en tout cas lorsque j'y étais, tu as 2 types de personnes. Tu as ceux qui vont avoir un pic de dopamine, de motivation pendant quelques minutes, quelques heures, qui vont être super contents, qui vont être limite euphoriques, qui vont rentrer chez eux, ça va redescendre et ils vont quasiment rien faire. Et tu as les autres, je ne connais pas les proportions exactes de ces gens-là, bien entendu, mais qui eux vont aussi être motivés, avoir un déclic, avoir un truc, etc., mais qui vont rentrer chez eux et qui eux vont vraiment créer du changement dans leur vie et revenir peut-être la fois prochaine, mais à une autre étape de leur vie. C'est quoi la différence, du coup, selon toi, qui a accompagné autant de gens et qui, justement, ton but, c'est aussi ça, c'est de créer des déclics, c'est de les motiver, c'est de les faire passer à l'action. C'est quoi la différence entre un individu qui, du coup, a vécu le même séminaire, la même expérience, qui rentre chez lui, qui va rien changer ou qui va rien faire, ou qui va faire semblant de changer et de faire des choses et qui va se convaincre, qui met concrètement des actions en place mais qui n'ont aucun impact, et un autre qui a vécu la même chose, qui va rentrer, qui va mettre des actions en place réellement et qui va transformer sa vie? Je dirais réellement, je pense la première réponse, je pense que le plus les séminaires vont, le plus je deviens bon à appuyer sur les bons boutons. Okay. Et on se retrouve à dire, je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui sortent d'un Destination Réussite sans être passés à l'action. La raison, c'est que je maîtrise de plus en plus à appuyer sur les boutons. Tout à fait, il y a quelques années. Entre-temps, j'ai remis à jour plein de choses, j'ai amélioré. Donc, je me suis aussi amélioré sur la neuroscience. Et quand je dis appuyer sur les boutons, sur les bons boutons pour passer à l'action, pour les aider, ils sont là pour changer leur vie. Donc, réellement, quelqu'un qui passe pas à l'action sur cette Destination Réussite, c'est soit il a dormi, je sais pas trop quoi, ou il s'est fait de l'hypnose lui-même en se disant je changerai pas. Parce qu'il y a non seulement beaucoup d'énergie, mais surtout est-ce que je vais faire des coachings live, comme tu as vu, et je vais appuyer en tout cas sur des boutons qui vont faire que s'il ne bouge pas, alors soit il faudrait peut-être parfois une deuxième ou une troisième, et soit il a été inconscient, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est très rare maintenant que j'entende quelqu'un qui ne sort pas du séminaire sans être passé à l'action. Ça doit exister, mais j'en entends de moins en moins, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, j'entends de plus en plus de success stories et de gens qui disent j'ai arrêté, en sortant là, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté le café, j'ai demandé je t'aime à ma femme, en mariage à ma femme, et puis j'ai lancé mon business. Donc ça, on en reçoit des centaines littéralement. Excellent. En sortant un séminaire. Mais je pense encore une fois, c'est le pourquoi. Et ça, c'est un de mes jobs dans le séminaire Destination Réussite, c'est d'amener un pourquoi tellement fort que la personne, ça devient impossible qu'elle ne bouge pas. Donc, la clé du changement, c'est quand le pourquoi devient fort, le why devient tellement fort que je me sens égoïste ou complètement stupide de ne pas le faire. Donc, quand on est bien, en fait, c'est un de mes jobs, c'est d'avoir d'élever le niveau de conscience et les ramener que ça a l'air con, mais qu'un jour on va mourir. On revient sur un jour on va mourir. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Ils vivent un petit peu la tête dans le sable. Hein, et c'est oui, ça va aller demain. Non, ça ne va pas aller. Demain, tu vas mourir. Et demain peut être
quand je dis demain, ça peut être dans les 5 minutes. Tu peux, bon, qui sait, il y a eu des gens qui ont eu des arrêts cardiaques comme ça, ils ont entendu des histoires de fous, des cancers, des machins, des gens qui sont morts d'un accident. La vie, on n'est pas, comment on dit ça Invincible, immortel. Immortel, ouais, c'est ça. Et donc, beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Donc, un de mes jobs dans les séminaires, c'est de les amener. Si les gens participent vraiment pleinement, il y a aussi ce qui se passe, je pense qu'il y a des gens qui participent. Par exemple, il y a des exercices que je vais faire très émotionnels. Et il y a peut-être quelques-uns qui vont peut-être pas jouer plein pot. Et c'est leur problème, parce que je vais faire tout mon job pour les amener. Mais la personne qui joue plein pot, c'est pas possible qu'elle sorte de là et qu'elle passe pas à l'action massive. Et l'idée, c'est de les amener à un pourquoi tellement fort. Et le pourquoi, il y a 3 éléments. Ce que j'ai découvert, c'est une triade que j'ai découverte. Mais j'ai pas appris, c'est juste des découvertes avec le temps et par ma propre expérience. Quand on a cette triade-là, on devient absolument invincible, on devient inarrêtable. La première chose, c'est, bien entendu, c'est avoir un but pour soi. C'est le but égoïste, mais on en a besoin. Donc pour moi, ça a l'air con, mais un de mes buts égoïstes, qui est con, mais c'est d'avoir un jet avec mon logo dessus. Purement égoïste, purement un truc de mec. Ça m'éclate, c'est con. Mais moi j'aime ça. Voilà. Et puis quelqu'un peut me dire, je m'en fous, c'est bizarre ton truc. Je m'en fous. Ce qui va dire, je vais avoir mon jet avec mon logo dessus. Et ça va pas être le petit jet, ça va être le gros jet. Ça va être fun. Pour moi, ça va être plutôt un symbole de dire, bordel, d'où je viens, gagner 800 balles par mois à pouvoir accomplir ça. Ce sera aussi un symbole pour pouvoir aussi d'inspirer beaucoup de monde et pour aussi voyager à travers le monde sans me poser de questions sur l'horaire, etc. Mais c'est vraiment un but égoïste. Mais il me drive. Donc on a intérêt à avoir un but égoïste qui nous drive. Certains, c'est une Ferrari. Certains, ça n'a rien à voir. Certains, c'est avoir une belle maison. Certains, c'est je sais pas trop quoi, avoir une belle caméra, je sais pas trop ce que ça va être. Ça va être certains, c'est avoir des posters signés par Michael Jordan qui valent 3 millions de dollars. On a tous ce but un peu bizarre, mais il faut en être fier parce que c'est ce qui nous rend unique. Pour certains, ils me disent qu'est-ce qu'ils s'en foutent du jet. Moi ça compte pour moi un jet. Voilà, that's it. Et c'est pas discuté, c'est mon rêve. C'est un de mes rêves en tout cas. Mais ensuite, il y a un deuxième élément dans tout ça qui nous manque. Si c'est qu'un but égoïste, on va pas y arriver. Et beaucoup d'entrepreneurs ont qu'un but égoïste. Ils se disent, je vais gagner beaucoup d'argent, comme ça je pourrais m'acheter une belle voiture, je pourrais m'acheter une belle maison. Ça suffira pas. C'est pas assez puissant pour développer le turbo. Le deuxième truc où je vais travailler dans un séminaire ou dans mes programmes, c'est appuyer sur un but pour ses clients quand on est entrepreneur. Donc ça a l'air con, mais tellement d'entrepreneurs, on n'a rien à foutre de leurs clients. Et c'est tellement important, je ne veux pas oublier, le client, c'est à la fin... c'est ce qui nous rapporte leur argent, quoi. Donc la réputation du client, apporter la valeur ajoutée dans la vie des clients, créer un produit ou un service tellement hors norme que les gens veulent nous recommander tout autour de nous. Donc moi, je pense toujours, tiens, l'impact que je vais créer dans la vie de mes clients. Donc j'ai vraiment ça à cœur. Je crois que c'est une des choses qui me différencie, c'est j'en ai vraiment à cœur de mes clients. C'est pas j'en ai rien à foutre, c'est pas des numéros qui vont apporter de l'argent. J'ai vraiment envie de les aider. Ça me tient à cœur. Je me sens responsable de leur donner tout ce que je peux et mon maximum dans mes programmes et mes séminaires pour les amener au succès. Et ça a l'air plutôt de marcher parce que les gens sentent la bienveillance, la sincérité et ça marche. Et le troisième, c'est aussi avoir un but plus grand que nous-mêmes. Donc le deuxième, au passage, c'est déjà un but plus grand que soi-même, c'est pour ses clients. Et le troisième, c'est peut-être un but humanitaire ou un but pour ses enfants ou pour sa famille. C'est quelque chose qui est plus grand que nous. Et vous avez remarqué, sur les 3, il y en a 2 qui sont plus grands que nous. Et beaucoup de gens, ils passent pas à l'action parce que le but est purement égoïste. Et j'ai découvert maintes et maintes fois quand notre but est que pour nous-mêmes, on va avoir 5 à 10 fois moins d'énergie et de puissance. C'est l'exemple parfait, et tu as fait Excellence Coaching Academy, donc tu te rappelles cet exemple-là, c'était une femme qui fume, et un coup qui tombe enceinte. La plupart vont arrêter immédiatement. Et après, j'arrête tout de suite de fumer. Est-ce qu'elles ont envie d'arrêter de fumer? Non, c'est un effort d'arrêter de fumer, c'est un plaisir pour elles. Pourquoi elles vont arrêter? Parce qu'elles disent, je ne veux pas faire ça à mon bébé. Parce que son bébé est plus grand qu'elle. Donc bizarrement, notre nature humaine, on va faire des efforts 5 à 10 fois plus grands pour les autres que pour soi-même. Donc quand j'ai un but qui est certes égoïste, c'est pour moi, mais j'ai un but d'un coup pour mes clients, qui a vraiment bénéficié dans la vie de mes clients. Et pour moi, c'est pour ça que je dis vendre, c'est servir. Donc pour moi, vraiment, on se doit de vendre. J'ai peur de vendre, mais tu es un entrepreneur, tu as intérêt à vendre, bordel. Vendre, c'est servir. Si tu ne vends pas, déjà, tu vas rester pauvre et tu n'es personne. Et troisième, je pense à mes enfants. Donc quand je pense à mes enfants, je pense à ma femme. Je pense aussi, moi, j'ai un de mes objectifs, c'est de donner 1 million d'euros dans l'humanitaire chaque année. Donc là, on va atteindre 100 000 cette année. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est déjà un objectif génial. Donc, je pourrais redonner 100 000 balles cette année. Allez, dans 4-5 ans, je vais pouvoir être capable de donner 1 million par an. Et on peut faire énormément de bien avec 1 million d'euros dans l'humanitaire. Mais quand je peux penser à tous ces enfants que je peux aider, donner un exemple à mes enfants, offrir la meilleure vie à ma famille et à ma femme, et ensuite que ça va contribuer dans la vie de mes clients, et en plus, je vais pouvoir m'acheter mon jet et je sais pas quoi, ma série de Ferrari et compagnie, ça me drive. Donc là où je dois passer à l'action. Et ça, c'est la clé, c'est qu'il y a une différence entre j'ai envie, je voudrais, j'espère et je dois. Et ça, il y a une différence majeure. Tellement de gens, j'entends peur des entrepreneurs, quand je les coach, ils disent j'aimerais bien, je voudrais bien, j'espère, ce serait bien, je suis motivé. Tout ça, c'est du bullshit. Ça, c'est des mots ça va un peu piquer ce que je vais dire. C'est un peu des mots de
pathétique loser et que j'étais pendant les années, parce que j'utilisais ces mots-là. Mais on va rien avancer avec ça. C'est les mots d'escargot. J'espère, j'aimerais bien. C'est pas parce que vous espérez que vous allez gagner plus d'argent que vous allez y arriver. C'est parce que tu voudrais perdre du poids que tu vas y arriver. C'est d'un coup, c'est je dois, bordel, perdre du poids parce que parce que je vais le faire pour mes enfants, parce que j'en donne un mauvais exemple à mes enfants, parce que bordel, ma femme, on a marre de faire l'amour avec un phoque et maintenant elle va te faire l'amour avec un Brad Pitt, bordel. Donc si j'aime ma femme, je dois passer à l'action. Donc je te dis souvent, si tu aimes vraiment les gens, alors tu fais tout ce qu'il faut pour eux. Aimer ses enfants, c'est pas juste passer un peu de temps avec eux. La meilleure éducation qu'on puisse donner, c'est d'être un exemple pour ses enfants. Point barre. Quelqu'un il me parle de ouais, on les a mis dans une super école et ça. Mais tout ça, c'est secondaire. Est-ce que tu es un bon exemple? On revient au leadership. Est-ce que tu es un putain de bon exemple pour eux? Est-ce que tu es capable de contrôler ta colère? Est-ce que tu es capable de dire, tu sais quoi, les rêves sont là pour être réalisés? C'est facile de dire réalise tes rêves. Montre que tu réalises tes rêves. Passe à l'action, fais ce qui est inconfortable. C'est facile de dire, ouais, il faut faire du sport. Ben, fais du sport. Des choses aussi simples, mais ça nécessite une discipline énorme. Et pour ça, on doit être tombé dans je dois et pas j'ai envie. Pendant des années, j'étais là, ouais, je voudrais gagner plus d'argent. Ce serait bien d'avoir une boîte à plusieurs millions de chiffre d'affaires. Ouais, ce serait bien, j'aimerais bien, j'espère. C'est tellement pathétique. Quand j'ai changé ça en je dois, parce que mes clients ont besoin de moi, parce que ma femme et mes enfants ont besoin que je leur donne le meilleur exemple, et parce que j'ai aussi envie de m'acheter ce XYZ, je deviens très puissant. Ça devient un je dois. Et ça ne peut pas rester au niveau intellectuel, ça doit aller au niveau émotionnel. D'un coup, c'est comme un moteur, on devient une machine. C'est pour ça que moi, je suis financièrement libre. Toi, tu l'es aussi. On pourrait arrêter de travailler tous les deux. Qu'est-ce qui nous drive et qu'est-ce qui me drive encore? Je pourrais totalement arrêter. Millions dans l'immobilier, business qui tourne, aucun problème. La raison, c'est que, bordel, je me dois de dire, je dois continuer pour mes clients, je dois continuer à montrer l'exemple pour mes enfants. Et parce que aussi, la croissance, c'est le bonheur. Je sais qu'au moment où je cesse de croître, je ne vais pas être heureux. Donc, j'ai suffisamment de pourquoi et de raisons émotionnelles pour bouger et continuer à passer à l'action. Super intéressant tous ces concepts. Merci d'ailleurs pour ces partages. Tu réponds à une question qui était tout à l'heure par rapport au pourquoi, donc c'est merveilleux. Et on y reviendra justement sur tes clients et la LTV que tu as su créer à tes clients, et ça dénote justement leur satisfaction, leur fidélité auprès de toi. Je pense que tu fais partie de ces rares acteurs en France qui ont su justement fidéliser leurs clients au point qu'ils vont pouvoir aller découvrir et même refaire certains de tes programmes plusieurs fois parce qu'ils voient justement que ça leur apporte. Je reviens sur un sujet, tu parlais de coaching en live dans les séminaires. Il y a un acteur américain que tu connais très bien qui est Tony Robbins, qui fait justement pas mal de coaching en live dans les séminaires. Il y a notamment un reportage sur Netflix, I'm Not Your Guru, dans lequel je t'ai vu apparaître. Yes. Et c'est super drôle parce qu'un jour, je le regardais comme ça, je me dis, oh Max, incroyable. Et, bah ouais, je me forme. Exactement, tu as raison. Et justement, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses de Tony Robbins et est-ce que tu as des coachs, des mentors, des exemples auprès desquels tu te formes ou auprès desquels tu grandis au quotidien encore aujourd'hui? Ah mon Dieu, mentor, j'ai entendu Ray Dalio, qui est un des plus grands investisseurs de l'histoire, qui est à la tête de Bridgewater. Qui a écrit Principles, qui est un excellent bouquin. Extraordinaire, mais qui, je sais pas, il pèse sa boîte, ça gère 180 milliards, comme ça. Et il y avait une question qui a été posée, c'est, ok, il y a deux catégories de personnes, des types entrepreneurs. Il y a le gars qui c'est, je vais me démerder tout seul, j'ai pas besoin d'un mentor. Et ensuite, c'est les autres qui font appel au coach, au mentor. Et Ray Dalio, sans aucune hésitation, il fait, le premier groupe sont des bandes d'imbéciles. Mais comme il a dit, just bunch of stupid people. Tu vois, c'était à mourir de rire de voir ça parce que le mec, on parle d'un succès énorme. Faire appel en France, on a vraiment ce truc de mentorat. Je vois souvent ces chefs d'entreprise, il y a ce côté d'égo, de oh, je ne peux pas faire appel à un mentor. En fait, ils ont eu des mentors souvent, mais ils ne vont pas te le dire. Mais t'as travaillé dans une boîte quand même, non? C'était qui le patron? Ah oui, bah, c'était ton mentor. T'as appris ça, un mec comme ça. Mais on a souvent un problème d'égo, souvent chez les hommes, dans le monde francophone, c'est j'ai réussi par moi-même. C'est complètement stupide. C'est l'équivalent de vouloir dire je vais réinventer la roue par moi-même. C'est stupide. Va chercher la roue tout de suite, quoi. Je prends l'exemple parfait du labyrinthe. Ce serait stupide de tenter d'y arriver par soi-même, pas vrai? Il y a un guide qui directement t'amène dans le labyrinthe, on dit voilà, c'est la sortie, c'est par là. Bon, voilà, t'es sorti en 5 minutes par rapport à. T'as mis 4 jours, t'as plus rien à bouffer, à boire, t'es en train de t'énerver parce que c'est de prouver quelque chose à quelqu'un. Tout le monde s'en fout. C'est le résultat qui compte. Donc, ne pas faire appel à un mentor, c'est littéralement être stupide. C'est littéralement un choix stupide. Encore une fois, un mentor qui a 20 ans d'expérience, qui a gagné déjà du temps, bah, on accède directement à ses process, ses systèmes, sa manière de penser et son réseau. Il lui dit tout de suite fais ça, plutôt qu'essayer de réinventer la roue. Donc le plus rapide, on passe l'étape de passer à un mentor, et heureusement j'ai passé ça très rapidement. J'ai vite compris qu'au bout de 2 ans et demi, quand je gagnais mon premier business, je gagnais 1000 balles par mois, même pas 800 balles par mois. Au bout de 2 ans et demi, je fais ok, maintenant c'est Max, mets ton ego de côté, sinon tu vas finir sous les ponts et tu vas faire appel à un mentor. Donc je suis ouvert, j'ai commencé à me dire ok,
Je vais écouter maintenant. Donc, c'est une ouverture d'esprit. C'est aller chercher des mentors. Et est-ce que je fais appel à des mentors? J'en ai eu plusieurs. Donc, Tony Robbins en a fait partie pendant quoi? Une bonne année et demie, 2 ans. Extraordinaire. Ce que je pense de Tony Robbins, extraordinaire. Le gars est un type absolument incroyable. Il est dans son business model, il a peut-être une petite faille, c'est que tout était basé sur lui. Quelque chose que je vais tenter de pas reproduire, parce que lui, quand il va partir, ça va être compliqué parce que tout le monde vient chercher Tony Robbins sur scène. Donc, j'espère qu'il a fait la bonne transition. Donc, il a une faille dans son business model, mais c'est un type extraordinaire. Et puis, c'est un grand coach, vraiment le plus grand coach qui ait jamais existé. Pour l'instant, je cherchais à l'égaler, voire le dépasser. J'ai appris beaucoup de lui, particulièrement en psychologie, en coaching et ce genre de choses. J'ai d'autres coachs, j'avais tout plein des Jay Abraham, du marketing, des Keith Cunningham, j'ai la liste des John Assaraf et compagnie, des Jack Canfield. J'ai une série de mentors qui m'ont énormément aidé. Je fais partie, je ne sais pas combien de mastermind, de séminaires j'ai participé, je ne sais pas combien de livres j'ai lus. C'est ce qui m'a permis très rapidement de devenir leader dans mon marché. En quelques années, j'étais leader dans mon marché. Alors que les gens, ils sont là depuis 10 ans et ils essaient encore de réinventer la roue parce qu'ils ont l'ego en disant « moi, je vais y arriver par moi-même ». Donc, c'est vraiment… faire appel à un mentor, c'est le choix probablement le plus intelligent qui soit. Faire appel à des masterminds, c'est vraiment s'ouvrir, dire je n'ai pas toutes les réponses, je ne connais pas partout. Je vais faire appel à un mentor qui a l'expérience, qui a les compétences, qui a le réseau, qui a directement dire fais ça, fais ça, fais ça. Donc moi je suis mentor, coach bien entendu, et les gens viennent en business chez moi. Et donc maintenant je coach principalement les entrepreneurs. Même que les entrepreneurs maintenant, et j'en viens à moi, je vais écouter tout de suite, fais ça, fais ce tunnel, fais machin, ton offre elle est à chier, change ton offre par ça, ton offre elle va pas si irrésistible, boum, tu m'en diras des nouvelles, et puis hop, le business il passe de rien, ils triplent leurs revenus en un clin d'œil, quoi. Donc ça leur fait gagner du temps, mais encore une fois, moi c'est ce qui m'a permis de parfois investir, là juste dernièrement j'ai dû investir $200 000, juste entre un mentor et un mastermind, là sur les 6 derniers mois. Rentabiliser en un clin d'œil, quoi. Là, on est sur un business qui va me faire x10 dans les prochaines années. Donc, est-ce que c'est un bon investissement d'investir 200 000 balles pour un truc qui va générer 100 millions par la suite? Of course. Il faut être con pour pas le faire. On est d'accord. On va parler business, du coup, désormais. Tu as un écosystème où il y a des produits qui sont très variés. C'est-à-dire que voilà, tu as Réussite Max, Destination Réussite. Réussite Max, ça c'était ma marque avant, mais là, c'est vraiment la marque Max Piccinini. Ok. Ouais. Donc, Destination Réussite, Finance Max, Business Max. Il y a même un produit sur le couple, Life Max. Également, voilà, Life Max, etc. Donc, c'est quand même assez varié. Tu touches les différentes, on va dire, branches de la vie. Je crois que tu as un arbre de la vie ou les 7. On en parlera aussi de ce concept-là. Oui, maintenant, il y a la 8e branche. Une 8e branche est apparue, on en parlera justement. Ma question, c'est dans ta communication, tu restes pourtant assez clair, assez lean. Comment garder le cap dans sa communication, dans son business, avec une vision très claire, également pour la culture d'entreprise, quand on a justement différentes typologies de produits qui concernent autant la vie personnelle, autant le business, autant les finances, autant le développement personnel en général? Yes, je pense que c'était une erreur que j'ai faite au début. J'ai un peu modélisé ce que je voyais aux États-Unis. C'était un petit peu, j'ai démarré avec large. Donc c'était dev perso, c'était mon positionnement, coach en développement personnel. Et d'un coup, forcément, on touchait autant la partie… d'abord c'était dev perso, c'est Destination Réussite qui reste toujours mon séminaire. Là on va dépasser 3000 personnes là en fin septembre 2023, là ça va être sympa. Félicitations. Donc, on vise peut-être 3500, ça va être sympa. Donc c'est vrai que les gens, c'est un bon signe quand les gens… En physique en plus. En physique. Ouais. Alors il y aura peut-être 2000, 2500 dans la salle et le reste en digital. D'accord. On est sur un phénomène hybride, ce qui plaît beaucoup. Il y a des gens du monde entier, l'Australie et compagnie, c'est plutôt sympa à faire. Et donc si vous voulez, avant c'était vraiment un modèle séminaire. Donc si on vraiment parle de mon business model, c'était vraiment, j'avais Destination Réussite qui a amené après à des séminaires plus spécifiques sur le… Bon, au début, on m'a dit, tiens, le business, parce que tiens, t'es bon en business, explique-moi la partie finance et la partie couple. Et par la suite, donc tout doucement, vraiment, mon avatar a changé par un client idéal est vraiment devenu l'entrepreneur. C'est là avec qui je m'éclate le plus de travailler, je me sens plus connecté à eux. Et donc, l'entrepreneur, ça va de la personne qui a 2 doigts de démarrer jusqu'à la boîte de 20 millions, 30 millions en général. En général, ça ne dépasse pas les 20 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai déjà coaché des boîtes à 50 millions, mais principalement, on est là-dedans. Et donc, on est vraiment maintenant positionné sur l'entrepreneur. Donc maintenant, Destination Réussite est vraiment basée pour les entrepreneurs. On est vraiment sur le mindset pour exploser les entrepreneurs. Mais il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est un humain qui a des émotions et que ces émotions ont un impact énorme sur son business. Et surtout, il a aussi une relation de couple. Ça merde dans le couple, ça va merder dans le business. Tu gères mal ta santé, ça va impacter sur le business. Donc tout a un impact. Donc on parle de 8 branches de vie. La gestion du temps, c'est pas bien gérer ton temps, ça va avoir un impact sur ton business. Et ton business a un impact sur le reste. Ça se passe pas bien dans ton business, ça va avoir un impact sur le couple, ça va avoir un impact sur les enfants, ça va avoir un impact sur la santé, ça va avoir un impact sur les gestions émotionnelles, etc. Donc, j'accompagne toujours l'entrepreneur pour lui rappeler qu'il y a 8 branches de vie, que s'il en oublie, il met souvent trop sur son business, il vit ton business et son bébé, etc. Le problème, c'est qu'il néglige les autres branches,
ça va mal se passer un jour ou l'autre. Et en général, ça finit avec divorce. Et donc après, il a travaillé jour et nuit pour développer un business à plusieurs millions. Il perd la moitié parce qu'il a oublié de faire un contrat de mariage. Moi, ça m'est arrivé au passage, première femme. Et donc, on fait beaucoup de conneries. Et quand on met tout sur le business et qu'on oublie qu'il y a d'autres personnes autour de nous, et on néglige sa santé, ça va avoir un impact majeur. On néglige son sommeil, ça va avoir un impact majeur sur son business, sa manière de penser, de réfléchir. Donc ça, c'est la partie vraiment dev perso, spécialement entrepreneur. Et après, en effet, ça va sur des différents business normal, finance, parce qu'une fois que tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu fais avec la finance pour démultiplier ça? Et le couple, c'est quelque chose que je voulais garder parce que c'est tellement... bref, ça change tellement des vies et que, encore une fois, je trouve que c'est un équilibre. C'est tellement douloureux chez les gens. Les gens n'ont pas appris, je dis bien pas appris à être heureux en couple. Et beaucoup de gens croient que c'est juste trouver le prince ou la princesse charmante et on est bon. Non. Être heureux en couple, ça s'apprend. Et c'est aussi un super challenge parce que quand on devient bon à aimer en couple, on devient un meilleur businessman. Ce sera intéressant parce qu'on apprend l'empathie, la patience, être capable de prendre sur soi. On doit être capable de combler l'autre. Mais un entrepreneur, c'est combler son client. Dans son couple, c'est combler son partenaire. Et là, on est vraiment passé sur un modèle avec beaucoup plus d'online. Avant, on était 100% séminaire. Nous, on est vraiment sur du 50-50. Et on est en train de passer même sur du 60% online, 40% séminaire. Donc maintenant, les différents programmes online, ça va de comment devenir même la formation Excellence Coaching Academy est passée online. Et les gens adorent parce qu'ils peuvent la suivre directement online. Et on finit quand même avec 3 jours de séminaire où on fait du coaching, où je coach, je donne mes retours et les gens peuvent coacher en live, etc. On a passé une grande partie online parce que les gens adorent ça et ils peuvent travailler de chez eux. On a Liberté Impact qui est un programme qui permet de lancer des coachs et rapidement qu'ils puissent gagner leur vie très rapidement. Parce que je formais des coachs avec Excellence Coaching Academy, tu as fait la méthode, c'est une bombe. Mais après, c'était souvent, OK, comment je gagne ma vie avec ça? Donc c'est pour ça qu'on a lancé Liberté Impact dans différents programmes comme bien sûr mon Mastermind, le 3M. Et on a maintenant lancé dernièrement le Mentor Max, c'est vraiment pour des entrepreneurs qui n'ont pas dépassé encore les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour les aider rapidement à exploser les 10 000 euros par mois. Ok. Donc il y a plein de produits en effet, mais ta question était comment on peut pas se perdre avec ça. Exact. Donc revenir sur un avatar, c'est une bonne question, excuse-moi, j'étais un petit peu large. Donc c'est revenir sur un avatar, très clair. Et ensuite, c'est intéressant parce que tant qu'on a un tunnel, il faut penser tunnel et pas penser l'écosystème chez nous, il est complet, il est même complexe. Mais en fait, les gens le voient très bien, très clairement, mais à condition qu'il y ait une porte d'entrée très claire. Et donc si on arrive et on présente aux gens, il y a tous ces produits-là, ils vont dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire ». Donc c'est plutôt l'amener de l'un à l'autre qui amène de l'un à l'autre. Et là, ça se passe extrêmement bien, parce qu'ils découvrent au fur et à mesure les choses. Si on arrive, il ne faut pas le présenter comme un e-commerce. Si on arrive comme un site d'e-commerce, un truc à 20 balles, ça va aller. Mais sur un écosystème comme ça, il faut vraiment présenter les choses au fur et à mesure. Donc tant que c'est adressé à un avatar, et après on déroule au fur et à mesure les différents programmes et séminaires, aucun problème, les gens disent ouais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et il ne faut pas oublier, tous les programmes c'est 10 ans de business, moi ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé ça, et c'est juste les gens qui m'ont demandé que je fasse ces programmes et séminaires. Je voyais la demande, je sentais la douleur, ils me posaient des questions, donc c'est simplement déroulé, j'ai écouté le marché, j'ai créé les produits et séminaires qui permettent de les aider. Ouais, ça fait du sens, et tu as dessiné, j'imagine, cette customer journey pour imaginer, ok, tu as besoin de ça, ok, ensuite tu as besoin de ça, et puis tu as répondu à un besoin. Tu as en partie répondu du coup à ma question, c'est cette LTV client, donc la lifetime value du client, la valeur vie du client au sein de l'écosystème. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais nous partager justement pour maximiser cette LTV et donc faire en sorte qu'un client que tu acquiers une seule fois soit fidélisé et ait envie derrière d'acheter d'autres produits les uns après les autres comme tu sais le faire? Ouais, je vais dire, c'est très simple, il ne faut pas se foutre de la gueule du client. C'est ajouter une valeur exceptionnelle. Donc moi, ma règle est très simple. Quand ils investissent dans un de mes programmes, ils doivent avoir le sentiment qu'ils ont au moins reçu x10 de leur investissement. Ils investissent 2 000 € avec moi, ils doivent se dire, oh bordel, ça a valu au minimum 20 000 balles. Ils investissent 5 000 avec moi dans un programme comme Business Max, ils doivent se dire, oh mon Dieu. Et tout le monde sort de là en furie en disant, bordel, ça valait 500 000 balles ce que j'ai reçu. Donc ce qui se fait, c'est que ça crée la confiance. Donc il y a les deux monnaies du 21e siècle, c'est la visibilité et la confiance. Et donc la confiance, c'est très important, c'est une réputation. Et le nombre d'entrepreneurs qui arrivent, et je les vois, ça monte et ça redescend. C'est le feu de paille. C'est waouh, c'est super, c'est bon marketeur. Les étoiles filantes. C'est ça. Et puis d'un coup, hop, on les voit plus. Et la réputation est grillée parce que ok, il m'a fait ça un super truc, mais c'est de la merde, il s'en fout de nos clients. Donc simplement, pas se foutre du client, délivrer une valeur extraordinaire et vraiment avoir le sincère désir d'aider les gens. Moi, j'ai le sincère désir
d'aider les clients. J'ai envie de les aider. Et moi, ça m'éclate. C'est plus que l'argent. À la fin, j'aime voir les success stories. Plus que l'argent, parce que maintenant, j'ai un paquet d'argent et je veux en gagner de plus en plus. Moi, ce qui m'excite, c'est les success stories. C'est de voir les gens heureux, de voir les gens épanouis, les gens devenir financièrement libres. Notre mission au sein de Max Piccinini, c'est d'aider les gens à devenir financièrement libres, les entrepreneurs à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Je veux être certain qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils aient le temps pour leur famille, mais qu'ils soient aussi heureux, épanouis au niveau émotionnel. Donc à la fin, c'est moi, ce que j'ai réussi à créer, je pense, c'est parce que les gens sentent que je suis sincèrement bienveillant à vouloir les aider. Deux, quand ils investissent avec moi, à chaque fois, ils disent « Bordel, j'ai une valeur de dingue ». Donc, ce qui a fait, c'est qu'ils vont acheter avec confiance le deuxième produit. Même chose, ils arrivent « Oh mon Dieu, c'était incroyable ». Donc, ils arrivent à un nouveau produit. Puis, ils arrivent dans le Mentor Max, programme de mentorat. Ils arrivent dans le 3e, ils font « Oh mon Dieu ». Et à chaque fois, ils sont « Waouh, 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 waouh ». Donc, l'idée, c'est les « waouh » sur tout le parcours. Ça, c'est la clé. Je crois que ça a l'air, pour moi, c'est tellement évident, mais je vois ça, c'est tellement rare. Donc, ce qui fait que je vois des gens qui sont sur 3-4 ans à acheter mes programmes. Parfois, ils reviennent. Et ils reviennent et refont les parcours. Ils vont faire Excellence Coaching Academy 2 fois, puis ils vont faire Business Max 3 fois chaque année, etc. Puis de Business Max, après, ils vont dire « Ok, non, c'est bon pour moi de faire Life Max. Puis non, je vais faire Liberté Impact. Puis je vais faire Mentor Max. » Parce que je ne me fous pas d'eux. Parce que je délivre une valeur hors norme. Parce que chaque fois qu'ils investissent, ils ont x10 en valeur. Donc, ça crée la confiance. Et donc, ils se disent j'ai investi, j'ai eu un retour sur investissement. Je vais continuer à investir avec Max. C'est aussi simple que ça. J'ai deux questions qui me viennent, et merci pour ces réponses. J'ai deux questions qui me viennent par rapport à ce que tu nous as partagé. Tu disais tout à l'heure, Tony Robbins, il a fait une erreur dans son parcours, c'est de lier le business énormément à sa personne. Et ensuite, tu m'as dit, Réussite Max a été renommé du coup en Max Piccinini. Est-ce que c'est pas du coup relier ton business à ta personne et faire la même erreur? Je pense que l'erreur n'est pas de lier à la personne. Okay. Lier, c'est de baser tout sur une personne. C'est totalement différent. Donc par exemple, le fait que j'ai mis les paquets sur le produit online, c'est quelque chose que j'ai déjà en passage. Moi, je n'ai pas fumé à la pocket, je peux partir du jour au lendemain. Égal, j'ai déjà un programme où s'il m'arrive quelque chose, mon épouse, mon équipe qui a un plan qu'est-ce qui se passe pour pérenniser le business. Pour pérenniser le business. Donc, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et on peut continuer à vendre des programmes online parce que c'est pour tous les séminaires, tous les programmes ont été filmés professionnellement, la valeur qu'ils ont. Et j'ai toujours pensé que ça peut être evergreen. C'est jamais des techniques qui vont marcher 3 semaines. Intemporel. Voilà, c'est intemporel. C'est des principes qui sont universels, qu'on peut enseigner dans 40 ans, 50 ans. C'est aussi simple que ça. C'est tellement puissant ce qu'ils apprennent, mais c'est pas basé sur une technique Facebook de maintenant et l'algorithme il a changé la semaine suivante. Donc, on peut tout à fait baser un business model qui n'est pas juste moi sur séminaire. Donc déjà, plus de la moitié de mon business, c'est pas moi en séminaire, c'est déjà des programmes online. Maintenant, tout doucement, ça va être des produits avec de plus en plus, je mets les coachs en avant, mes master coachs. Donc, de plus en plus, je veux pas que ce soit moi seulement qui soit si je suis pas sur scène, il n'y a pas d'argent qui rentre et je peux pas servir mes clients. Je veux être capable de servir mes clients que je sois là ou pas. Ok, tu as juste mis le tampon Max Piccinini, la brand Max Piccinini, mais Max Piccinini en tant que tel n'est plus indispensable. C'est une marque. Donc, par exemple, Dale Carnegie, il est mort depuis des années, mais Dale Carnegie a encore des formations Dale Carnegie à travers le monde. Napoleon Hill, la fondation Napoleon Hill continue à délivrer des livres et c'est maintenant c'est une association à but non lucratif. Mais on peut continuer à enseigner des choses sous une marque. Donc, au contraire, un nom, c'est très puissant. Ouais. Mais il ne faut pas baser sur un business model qui est juste il faut qu'il parle. Parfait. Je rebondissais là-dessus parce que je pense que c'est des éléments qui sont très importants pour celles et ceux qui nous écoutent, encore plus quand la plupart des gens ont des fois un business basé sur du personal branding. On sait tous les deux que c'est très puissant, mais réussir à faire cette transition, c'est parfois plus simple à dire qu'à faire. Yes. Un autre truc qui est plus simple à dire qu'à faire aussi, et ça peut être intéressant d'avoir ton élément de réponse. On a compris qu'aujourd'hui, tu as un business essentiellement basé sur le séminaire, le coaching, l'infoprenariat, etc. Tu as vraiment professionnalisé ça. C'est plus un petit business, c'est vraiment une entreprise qui génère des millions par année. Et là, tu as une vision à aller chercher 100, 200, 300 millions, etc. De toute façon, il va les falloir pour le fameux grand jet. Je te le souhaite. J'ai d'autres business qui pourront le payer, c'est pas un souci, mais c'est l'objectif. Ouais. Et justement, ma question, c'est comment on passe ces caps de scaling, comment concrètement on fait évoluer un business à 7 ou 8 chiffres vers 9 chiffres. C'est quoi les différentes actions que tu mets en place? Est-ce que c'est au niveau du groupe? Est-ce que c'est au niveau d'une entité en particulier? Est-ce que c'est par l'internationalisation? C'est quoi en fait ta vision? Alors, clairement, l'internalisation, j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai failli le lancer cette année au moment où on enregistre. Heureusement, un de mes mentors m'a dit, c'est pas le moment, tu peux encore maximiser les choses. Et c'était un très très bon conseil, ça m'aurait coûté 500 000 balles. Donc, ça va sûrement arriver d'ici, je dirais, 1 ou 2 ans de mon côté. Mais déjà, est-ce que je peux maximiser? Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est faire les choses. Enfin, un truc qui tue l'entrepreneur, c'est faire la bonne chose au mauvais moment. Et j'étais à 2 doigts de faire une bonne chose au mauvais moment. Donc, à un moment, c'est le timing. Timing is everything, comme on dit aux États-Unis. Donc, faire encore une fois la chose trop tôt
ou trop tard peut nous tuer. Et donc, première chose à vraiment capter, c'est quoi mon business model. Donc, on a intérêt à avoir un business model qui est redoutable, qui est profitable, qui est rentable. Et la scalabilité, c'est de dire quel est le tunnel de vente que je vais pouvoir appuyer. Et bon, il y a aussi une vieille truc, c'est ce qui nous a amené jusqu'ici, c'est une expression aux États-Unis, c'est what got you here won't get you there. Donc vraiment, on sent qu'on a des étapes. Et moi, j'ai passé des différentes étapes. Là, je suis en train de passer l'étape suivante pour taper les 100 millions dans les 7 prochaines années. Et donc, on est vraiment dans une situation où je sentais que là, bon, on était proche du 10 millions, mais là, je ne pouvais pas continuer à faire ça. Donc vraiment, ce qui nous a amené à un certain point ne nous amènera pas là où on veut aller. Donc vraiment, il faut être capable de se réinventer. Donc première chose à faire, c'est d'avoir une culture d'entreprise absolument au top. Donc je vais revenir sur le tunnel de vente. On croit que c'est que ça, mais c'est faux. La culture d'entreprise est vitale. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument des valeurs très fortes dans l'entreprise, une vision très claire, une mission. On a passé beaucoup de temps dans mon mastermind. Je reviens juste de l'île Maurice avec mon mastermind. On a passé énormément de temps sur la culture d'entreprise. La culture d'entreprise permet de se libérer de son business. Si l'entrepreneur est dans l'opérationnel, il ne pourra pas scaler. C'est aussi simple que ça. Parce que d'un coup, quand il va scaler, ça va être de plus en plus de boulot pour lui et à un moment, il va péter les plombs. Donc, être capable, numéro 1, c'est étape 1, d'avoir une culture d'entreprise forte. Donc, de recruter des joueurs de Ligue A, des A-players, qui collent à des valeurs d'entreprise au top, avec une vision forte, avec une raison d'être très, très claire. C'est pas du bullshit, ça doit être vraiment bien fait. Ça prend 6 mois, 1 an à te mettre en place. Une fois que ça, c'est en place, il faut mettre des process en place. Et ça, souvent, ça manque énormément. Moi, j'étais vraiment une bille en process. Donc, les process doivent être mappés, ils doivent être clairs. Tout le monde doit comprendre comment fonctionne l'entreprise, comment on génère du client. Une fois que le produit a été vendu, qu'est-ce qui se passe après avoir vendu le produit? Un onboarding d'un client, que ce soit un onboarding d'un partenaire d'équipe. Tout ça doit être processé, doit être clair. S'il n'y a pas ça, au moment où on va appuyer sur le scaling, ça va partir en cacahuète. Les fondations doivent être extrêmement fortes. Donc, je dirais la première chose, c'est culture. Deuxième, c'est les process. Et troisième, c'est ensuite d'avoir un tunnel de vente qui doit être capable, avec un business model extrêmement rentable, permettre de scaler. Donc, scaler, c'est qu'on peut appuyer sur le moteur des pubs ou de partenaires, ou il faut mettre une équipe de vente en place. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut générer énormément de trafic non-stop et avoir un truc qui peut continuer à croître non-stop. C'est pas jamais facile à faire, mais c'est là où les challenges, c'est là où c'est important de faire partie de mastermind, faire appel à des mentors, etc. permet de mettre en place cette machine qui est une véritable machine. Mais beaucoup de gens ils sont focalisés que sur la machine marketing, mais c'est la machine culture et équipe n'est pas en place et les process sont pas en place, le truc va s'écrouler littéralement en vol. D'où beaucoup d'entreprises qui meurent en pleine croissance. La plupart d'entreprises meurent en pleine croissance. Et alors, un des éléments fondamentaux, bien sûr, toujours garder un œil sur son cash. Parce que quand on dit aux États-Unis, c'est la croissance coûte. Donc, quand on appuie sur l'accélérateur de pub et de partenaires, etc., ça va coûter de l'argent. Donc, on a intérêt à faire attention à son cash. Parce que quand on triple le coût des pubs, si on ne fait pas bien les choses, d'un coup les pubs, on sait très bien que Facebook, YouTube peut vite nous faire des changements d'un mois, voire d'une semaine, voire d'un jour à l'autre. Ça peut vite être... ça peut vite tuer l'entreprise. Ouais. Donc, c'est plusieurs éléments qui doivent fonctionner, mais le tunnel de vente doit être vraiment bien foutu, le business model doit être vraiment bien foutu. Est-ce que ce truc est scalable? Et beaucoup de business models ne sont pas scalables. La plupart d'entrepreneurs sont quoi? Tout est basé sur eux. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, tu as un business, ils sont indépendants, en fait. C'est des sortes de salariés de leur propre entreprise. Ils font des appels téléphoniques encore, c'est bien. Et bon, ils font des appels en longueur de journée, c'est bien, ils gagnent bien leur vie. Peut-être qu'ils gagnent 300, 400 000 balles encore. Et non, comment on va faire quand on va faire x3 Tu peux passer des coups de fil au téléphone, tu vas avoir un pétage de plomb, donc il va peut-être recruter des commerciaux, peut-être qu'il doit automatiser par un webinaire. Il doit avoir un tunnel de vente qui permet de scaler à l'infini. À l'infini, c'est jamais vraiment l'infini, mais être capable de se réinventer au fur et à mesure. Mais clairement, l'étape internationale va passer, et ça, pour être sincère, je n'ai pas encore craqué le code, mais work in progress. Parfait. Aujourd'hui, pour donner du concret à celles et ceux qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, et ça introduit ma question suivante, en termes de chiffre d'affaires par rapport à l'activité Max Piccinini, on est sur quoi? On est environ à 5 millions, 10 millions, 15 millions par an? Cette année, on va taper les 10 millions, on va soit les dépasser, soit on va les frôler. Ouais. Et justement, ça introduit parfaitement ma question, parce que tu vas taper les 10 millions, mais tu n'as pas non plus 1 million de followers sur Internet. Tu as 50 000 sur ta chaîne YouTube, quelque chose comme ça, quelque chose comme 60 000, 70 000 sur Instagram. Facebook, on va plus, on est à quasi 700 000, un truc comme ça, 750 000, je crois. Ok, 700 000 sur Facebook. Donc Facebook, ouais, c'est vrai que tu as du bien. C'était au début, j'ai tapé avec Facebook il y a quelques années, donc ça aide encore maintenant. Ça aide encore maintenant, ouais. Et justement, donc,
tu as une base organique qui est présente, mais lorsque tu lances une vidéo, lorsque tu lances quelque chose, elle ne fait pas instantanément des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de vues. Donc, ça implique que, je pense que la plupart du cash que tu arrives à générer vient aussi de ta base client que tu as su entretenir au fur et à mesure des ans. J'imagine un bon pourcentage, peut-être 30-40% peut-être. Et une partie sur l'organique, mais j'imagine au moins 30-40% aussi sur de l'acquisition à chaque fois de nouveaux clients. Absolument. De la pub. Quels sont les canaux d'acquisition que tu utilises le plus? Moi, j'utilise Facebook et YouTube principalement. Ok. Voilà, on adore. Et puis voilà, après ça amène sur différents tunnels et puis on est good to go. Et justement, parce que souvent on dit voilà, il faut un même message à chaque fois, tu peux pas lancer 2 types de pubs différemment en même temps. Tu vois, typiquement, est-ce que tu lances des campagnes LifeMax et non. On est d'accord, à chaque fois on est sur des trucs qui sont très segmentés. Comment tu gères ça? Tu as un tunnel et toute l'année il tourne, ou c'est selon des périodes, 3 mois on fait ça, 3 mois on fait ça, 3 mois on fait ça? Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus complexe qu'on a. Alors si on faisait que de l'online, bon, on ferait un long tunnel qui dure, les amis infopreneurs qui ont des tunnels qui durent 2 ans et demi, et puis ça tourne tout seul, ils lancent dans un tunnel. Donc jusqu'à présent on en avait sur 12 derniers mois, on avait un tunnel d'acquisition, on mettait toutes les pubs. Maintenant on est en train d'en lancer un deuxième. D'accord. Et parce que pour tester, on va sûrement en tester un troisième pour à chaque fois améliorer. Et donc est-ce qu'on peut lancer des différents tunnels? Bien sûr. Mais est-ce qu'on va faire des pubs Facebook? Non, pas du tout. On va pas faire du LifeMax, BusinessMax, FinanceMax, tout en même temps. C'est vraiment un gros tunnel d'acquisition. Et après, il rentre dans notre écosystème. Et donc après, on a tout un funnel qui va durer peut-être environ 1 mois automatisé. Et après, il rentre dans notre campagne du moment. Donc par exemple, si c'est BusinessMax en juin, on va arriver peut-être au mois de mai, là on va avoir le webinaire BusinessMax et ils vont pouvoir découvrir le webinaire BusinessMax qui est en live, et peut-être on va avoir un deuxième webinaire encore en juin, et ça c'est pour proposer le séminaire du moment. Donc même chose, donc en fait on a des séminaires à certains moments, donc par exemple BusinessMax c'est en juin, on a LifeMax c'est en novembre, le FinanceMax en janvier, donc c'est là où on va faire des promotions. Destination Réussite c'est en fin septembre, début octobre, donc pendant l'été on va appuyer très fort sur Destination Réussite. Et donc voilà, donc c'est jamais facile parce qu'on a un mix un petit peu hybride entre séminaire, formation et online, mais donc on a une partie automatisée et après on envoie dans la partie on va dire du moment. Ouais. Je pose cette question, c'est intéressant parce que tu as 2 écoles finalement, et je sais que tu connais aussi Mohamed, Jody qui bosse avec Jean, Jean avec qui tu as eu des discussions également, et eux ils sont vraiment dans ce truc de un produit, un tunnel, un webi toutes les semaines. Si je devais redémarrer de zéro, je ferais exactement ça. Ouais, on est d'accord. À fond. Et c'est maintenant ils ont un autre challenge, et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi, ils me posent plein de questions parce qu'ils disent t'as une sacrée LTV toi. Exactement. Donc je fais bah oui, donc j'ai une sacrée LTV. Donc la clé c'est comment on peut pénétrer avec un produit, un client, un tunnel, un truc d'acquisition, on l'expose avec ça. Mais à un moment, c'est un peu con parce qu'on a une base de clients, je sais pas quoi, de 5 000, 10 000 clients, et puis c'est notre devoir de les servir. Donc non, c'est créer un nouveau produit ou un nouveau programme 1 an ou 2 ans après. Donc si je dois tout redémarrer de zéro, et je donne ça comme conseil à tous mes clients, tu démarres avec une chose, Power of One. Un produit, un tunnel, une offre irrésistible, un client, on parle de discussion, et après tu ouvres au fur et à mesure. Pas tout de suite, au bout d'1 ou 2 ans peut-être, mais à un moment il faut ouvrir. Sinon c'est un peu con parce qu'il y a toute cette base client que on a cessé de servir, et à un moment qu'est-ce qu'on va leur offrir quoi. Clairement, on est d'accord. Un autre sujet, moi je t'ai connu essentiellement quand tu faisais beaucoup de séminaires, tu faisais quasiment exclusivement que du séminaire j'imagine. Aujourd'hui tu le dis, tu as 60% d'online, 40% de séminaires. Comment tu as vécu le Covid du coup? Ça a dû être compliqué, difficile, justement savoir pivoter instantanément, se réinventer. Comme beaucoup d'acteurs qui faisaient beaucoup de séminaires, j'imagine que ça a été assez complexe de réussir à avoir cette réactivité. Et pour beaucoup de business, ça a été mortel, fatal, le Covid. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette capacité à t'être adapté, à avoir pivoté rapidement? Ouais, alors écoute, pour nous, la Covid, ça fait plus peur qu'autre chose parce qu'on avait justement rien d'autre que notre séminaire annuel avec il y avait 1500 personnes prévues sur ce Destination Réussite en 2020. Là, on va être 3000 et quelques. Donc, je crois qu'on était prévu 1400, 1500 personnes. Et 4 jours avant, le ministre annonce que on peut pas faire de séminaire au-dessus de 100 personnes. Wow. 4 jours avant, donc on fait OK. Donc, je suis resté calme. Donc là, c'est les années méditation et de yoga m'ont aidé. Donc, c'était OK, où est le cadeau? Tu vois, where's the fucking cadeau? Et donc, j'étais là, on disait OK, il y aura un cadeau dans tout ça. Et donc, c'était quoi? Vraiment 3 minutes de petite panique.
Restez calme, je fais OK, où est le cadeau? Et donc, idéalement, j'ai appelé mon équipe technique qui organise le séminaire. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire? Eux, ils sont du côté de Bretagne. Bah, dit écoute, on peut louer une salle, on peut faire ça en digital, machin. Donc, je leur ai dit écoute, il nous faut un truc digital, etc. J'ai déjà vu ça aux États-Unis on voit les gens derrière, en vignette, etc. sur Zoom et compagnie. Et on a littéralement envoyé dans l'après-midi en disant écoutez, le ministre vient d'annoncer ça. Vous savez quoi? Ben, on ne peut pas annuler ça. Et je leur ai dit sincèrement, réellement, j'aurais pu annuler. Je me dis alors je ne peux pas annuler ça dans leur bien, je dois les servir, donc let's go, on va le faire en digital. Et pour être sincère, j'avais appelé Chochotte parce que c'est la première fois que je faisais un truc, surtout un studio professionnel quelque part près de Nantes. J'arrive là-dedans, tu sais, il n'y a personne dans la salle, tu vois, c'est un peu juste quelques membres de mon équipe, l'équipe technique, tu n'entends rien. Tu sais, un peu le fumigène, les caméras, je me retrouve avec un grand écran, je vois qui va faire 4 mètres de haut J'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Tu sais, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que c'est finalement un studio comme quand tu m'as invité à intervenir sur ton séminaire. Là, on était chez toi, tu t'es mis en place ce studio. C'est un peu un studio comme ça? Beaucoup plus poussé. Là, on avait des caméras devant, des gros écrans. Là, c'était sur un truc plus professionnel qui n'était pas cheap non plus, mais ça n'a rien à voir avec, bien sûr, la de salle. Et il me dit, voilà, il y a 3 caméras là, donc quand tu veux parler principalement, tu t'adresses à cette caméra. Je dis, OK, mais il n'y a personne derrière, tu sais. Alors, et en plus, c'était à 360 degrés. Donc, parfois, je voulais parler à la caméra, parfois, je me retournais parce que je devais voir les écrans qui étaient derrière moi. Enfin, c'était assez déroutant. Et par ça, je me dis, mais est-ce que les gens vont suivre, quoi? C'est un séminaire de 3 jours, quand même. Et à notre grand étonnement, les gens, mais ça n'a pas bronché. On voyait sur le nombre de Zoom, ça va être quoi, 1432, comme ça ne bougeait pas. On était là pendant 3 jours, c'était incroyable. Alors j'ai tout donné. Je ne peux pas me permettre de. Et je me suis dit, je dois les servir aussi. Ils paniquaient aussi, les gens. Je me dis, attends, arrête de penser à toi, pense aux autres. Ouais. Toi, c'est cool, mais eux, ils sont dans une situation, tu dois les aider, quoi. Et donc là, je me suis mis en position de leader. Je veux dire, bordel, on va prendre ça comme une opportunité. Il y a un cadeau dans tout ça. C'est all good. Où est le cadeau dans tout ça, etc. C'est un séminaire incroyable. Et là, j'ai pris un électrochoc. Je me dis, bordel, on va faire un séminaire 100% digital. Et en fait, ça ne bronche pas. Il n'y a eu aucun changement réellement en termes de participation, de vente, de tout ce que tu veux. C'était exactement le même nombre. Et là, j'étais, OK, alors ça, c'est nouveau. Et donc, depuis maintenant, alors pour nous, la Covid a été une bénédiction parce qu'on a tout passé online. On continue à faire les séminaires. J'ai fait Finance Max online, j'ai fait ECA online. Les gens adoraient. Ils disaient, ouais, génial. Il y avait même parfois plus d'inscriptions parce que les gens, c'est online, ça m'intéresse. Et donc, depuis, tous nos séminaires sont hybrides. Et donc, ce qui nous génère 20 à 30% de clients en plus. Donc, ça nous permet de servir 20 à 30% de clients en plus. Je dis, merci de le faire en digital parce que moi, j'habite au Texas. On a fait des gens qui ont fait ECA du Texas. On a des gens qui suivent Destination Réussite ou des Business Max, littéralement de la République dominicaine ou encore de Tahiti. Alors, c'est quoi demander décalé pour eux, mais ils disent, mais pour moi, est-ce que caler un vol d'avion, prendre un hôtel, le décalage horaire, etc., c'est hyper difficile pour moi. Donc, merci de le faire en digital. Donc là, on a 30% de clients qui le font en digital. Donc, ça a été pour nous, vraiment la Covid, on a explosé les compteurs, on a le chiffre d'affaires qui a explosé. Donc, parce qu'on a été aussi capable de très vite pivoter. Ouais, complètement. Et je sais que tes séminaires en physique, tu les vendais ou tu les vends encore plusieurs centaines d'euros le ticket, voire jusqu'à 1 millier d'euros ou plus. Tu vends le même prix lorsque c'est en digital ou pas? Pareil. Alors, juste pour Destination Réussite, on le vend 100 euros en moins. D'accord. Parce que tous les autres séminaires, strictement la même chose, même tarif parce que c'est le même contenu. Pour Destination Réussite, il y a peut-être l'énergie de la salle où on va quand même dire, OK, c'est un peu plus. Et parce qu'on va être limité, donc on va faire un petit 100 euros différent. Mais on pourrait le vendre le même prix. C'est une bonne discussion. C'est super intéressant parce que justement, on aurait la croyance de se dire « Ah, parce que c'est digital, les gens ne vont pas forcément vouloir mettre le même prix. » Mais finalement, comme tu le dis, c'est la même valeur, c'est le même contenu. C'est la même chose. Ouais, c'est intéressant. Au contraire, ça. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais attends, c'est en digital, ça va coûter moins cher. » Attends, moi, c'est une équipe technique derrière, c'est tout un bordel. Ouais. On croit les gens, mais mettre un truc hybride, c'est compliqué. C'est plus facile une salle. T'es pas dans ton salon face à ton MacBook. Bah oui, une salle de séminaire, c'est facile. Bah, je dirais pas que c'est facile, t'as la sono, voilà, bingo, quoi. T'as ton micro terminé. Là, il faut éviter quand les gens veulent parler sur Zoom pour éviter que ça passe en écho. En écho et tout le bordel. C'est une complication technique. Donc non, ça coûte de l'argent de faire ça. Et au contraire, on dit, vous n'êtes pas déplacé, on vous permet d'économiser des frais de déplacement. C'est le même prix, c'est le même contenu. Complètement. Comment aujourd'hui tu as structuré ton entreprise, tes différents pôles, tes équipes? Est-ce que c'est des prestataires exclusivement? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est un mix des deux? Ça peut être intéressant parce que rares sont les infopreneurs, même si pour moi tu n'es pas juste un infopreneur, qu'on soit clair, tu es vraiment un entrepreneur aujourd'hui comme tu as structuré les choses, ce n'est pas ton unique activité, tu as investi, tu as d'autres choses à côté, etc. Mais beaucoup d'infopreneurs considèrent l'infoprenariat un peu comme un business lifestyle. On va faire un peu d'argent, on va mettre les 2 orteils en éventail comme ça avec un petit cocktail, attendre que le compte Stripe se remplisse et que les webinaires tournent. Toi, vraiment, tu as structuré ton business comme il le faut.
Peux-tu nous en dire plus justement sur comment tu as structuré ce business, tes différents pôles, tes différentes équipes? Qu'est-ce qui est important pour toi dans un business tel que celui-ci? Bah écoute, c'est une super question. Première chose, c'est que j'ai aucun salarié sauf moi-même. Et ça marche très très bien. Et en fait, j'adore travailler avec des freelances parce que je suis leur client et je ne suis pas leur patron. Surtout pour la France, il y a une mentalité de j'ai le droit de, ce qui est complètement, je ne sais pas quand est rentré ce virus dans la tête de la France, mais la France est en chute libre et c'est très mal parti. C'est toujours les gens qui vont demander des vacances et des heures. Est-ce que je peux partir plus tôt? Les gens qui sont pas passionnés par ce qu'ils font. Donc un freelance, ils ont choisi de devenir indépendants pour ne pas avoir un patron. Et ils vont travailler quand je suis leur client et ils vont se défoncer. Et en plus, ils vont naturellement être efficaces. Un salarié, quand il est payé X montant pour temps étant dehors, il va avoir tendance à ralentir, va prendre sa pause café plus longtemps. Au contraire, un freelance va être le plus efficace possible parce que souvent il a peut-être 2-3 clients autres et lui veut finir le plus tôt possible. Donc lui il va finir cette tâche le plus vite possible. Et on n'est pas en train de lui demander combien d'heures tu as fait. Moi je m'en fous comme l'an 40, je ne comprends pas ce concept d'heure. À la fin, dans la vie, on est payé au résultat. Dans la vie, on s'en fout combien d'heures je passe dans la salle de sport, c'est est-ce que j'ai le corps que je veux ou pas. Si je peux faire en 15 minutes une séance de cardio qui va, alors que d'autres, je sais pas quoi, ils passent 2 heures, t'as l'impression que mais tu marches sur le truc, tu fais, mais tu fais quoi, ils regardent sur les réseaux, tu fais, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 2 heures? Moi, en 15 minutes, j'ai plus transpiré que le gars en 3 mois. Et donc, en 15 minutes, j'étais plus productif que le gars en 2 heures. Donc, c'est pas le temps de travail qui compte. Ouais. On est sur une histoire de combien d'heures de travail, mais on s'en fout. 15 minutes, t'as accompli le truc, je m'en fous. Tu veux faire ton site internet en 3 jours, en 3 mois, le truc doit être fait. Et tu es payé pour le résultat dans la vie. La vie nous rémunère sur les résultats, pas sur le temps de travail. Donc j'adore ce concept de freelance. J'adore aussi qu'ils puissent tout travailler chez eux. J'adore le fait que je ne suis pas leur patron, mais je suis plutôt leur collaborateur. On est une équipe. Donc moi, ça fonctionne du tonnerre. On fait des Zooms, on travaille sur Slack. Donc vraiment, il faut avoir une vraie... la grande clé de tout ça, c'est recruter des gens. Je reviens à la culture d'entreprise. On doit avoir une raison d'être en commune. Ils doivent coller à la vision de l'entreprise et ils doivent surtout coller aux valeurs de l'entreprise. Le code de valeurs est très fort. Donc, moi, quand je recrute, on a un système de recrutement très clair, on a une checklist de recrutement très claire, on a un code de valeurs. Je trie littéralement et on trie sur ce code de valeurs. Est-ce qu'il a de bienveillance? Est-ce qu'il a un niveau d'excellence? Est-ce qu'il cherche à se dépasser? Est-ce qu'il a un état d'esprit de croissance, pas un état d'esprit fixé? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il cherche la faute sur les autres? Ou est-ce qu'il a tendance à se remettre en question et se dire « Ok, je prends la responsabilité, c'est moi qui ai merdé, ça ne va plus arriver. » Donc, est-ce qu'il est un team player ou est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans son coin? Donc, plein d'éléments qui collent à nos valeurs. Et tant qu'on a ça, et tant qu'on a des systèmes de communication en interne avec Zoom, Slack et compagnie, nous, ça marche très très bien. On fait un petit call d'une demi-heure à 1 heure par semaine. On se voit sur Slack, c'est extrêmement efficace. On arrive à atteindre les objectifs en temps et en heure. Donc, c'est la clé, c'est vraiment recruter des joueurs de Ligue A et rien d'autre. Donc pour moi, c'est vraiment, j'ai un conseil à donner à tout le monde, recruter les best et oublier le reste. Ça va coûter trop cher. Souvent, l'entrepreneur, ce qu'il fait comme erreur, la plus grande erreur que j'ai faite, si je dois prendre, j'en ai fait des conneries, mais la plus grande des erreurs, c'est d'avoir joué cheap sur les recrutements. Tenter de jouer, faut mieux prendre un gars à 3000 balles parce que ça coûte un peu moins, et puis après, il peut se former. Au lieu de prendre tout un gars à 5-6 000 balles, mais qui est le top. Ou à 10 000 balles, je m'en fous. Parce que cette personne-là va nous faire gagner énormément de temps, il va rapporter plus d'argent, etc. Un joueur de Liga ne coûte pas d'argent, il rapporte de l'argent. Un joueur de Ligue B coûte de l'argent. Un joueur de Ligue C fait un trou dans la trésorerie et va droit sur la faillite. Donc c'est vraiment important d'avoir... Et souvent les gens disent « j'ai pas l'argent de recruter ». Non, tu vas perdre de l'argent à recruter quelqu'un de plus bas. Donc bizarrement, en recrutant un joueur de Ligue A, tu récupères du temps, parce que tu n'as pas besoin de passer derrière eux et le babysitter. Il te fait beaucoup plus que ce que tu t'attendais. Il se libère complètement. Tu n'as plus rien à faire parce que le mec est totalement responsable de son job et il sait comment le faire. Et bordel, ça fait avancer la boîte, quoi. Donc, si je dois vraiment donner un vraiment la clé de tout ça, c'est d'avoir des joueurs de Liga, ce qui permet de dormir sur les 2 oreilles, avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Les choses sont faites en temps et en heure. Ça dépasse les attentes. L'entreprise est profitable. Donc, c'est... je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est... Complètement, super intéressant. Comment tu t'y prends pour recruter des A-players? La première chose, c'est d'avoir une fiche métier, mais extrêmement précise. Fiche de poste. Fiche métier, extrêmement précise. Ouais. J'ai une membre de mon mastermind à moi qui a fait « Ouais, je cherche un directeur commercial, machin. » Je fais « Envoie ta fiche de poste. » Tu vois, oui, mais alors, elle m'a envoyé une fiche de poste. Je fais « Non, c'est pas une fiche de poste, ça, c'est une sorte de descriptif à moi. Je veux un truc précis. » Et ça, je le faisais pour qu'elle puisse faire l'effort et la discipline de créer la clarté de ce qu'elle veut. Parce que bizarrement, une fois qu'on est clair sur qui on veut, donc ça va là-dedans des valeurs, il faut là-dedans des KPI, il faut là-dedans un standard exact. C'est pas je cherche un directeur commercial, je sais pas quoi, ou un directeur marketing qui va... Non, spécialisé dans quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli déjà? Qu'est-ce que j'attends de lui spécifiquement? Sur quoi il va être mesuré? Ça va être méga précis. Donc moi je prends un bonne heure, 1h30, parfois 3 heures, parfois je reviens dessus pour une fiche de poste.
clés. Hein. Je ne parle pas des fiches de poste, on va dire un peu moins clés. Mais quand j'étais une personne clé, oh bordel, je passe 2-3 heures dessus, clarté totale. Et bizarrement, une fois que je suis clair, mon cerveau, naturellement, sait chercher. Et d'un coup, je fais, ah, peut-être que je connais quelqu'un qui connaît ça. Ou peut-être que je peux aller là, ou peut-être on va poster ça. C'est assez incroyable ce qu'il y a, parce que dans l'esprit est extrêmement clair. Le cerveau va naturellement chercher spécifiquement qui. Mais si j'arrive avec la généralité, c'est comme en client, l'erreur majeure, et tu l'as vu maintes et maintes fois, je suis sûr que tu l'enseignes, c'est d'être trop large, pas avoir un marché niche. J'ai encore eu personne sur Slack, sur mon programme mentorat, c'était j'aide les gens à éliminer les douleurs musculaires. Tu ne peux pas utiliser les gens. Ça n'existe pas. Dès que tu utilises les gens, les personnes, t'es mort. C'est trop large. Et j'ai fait cette erreur-là. Donc là-bas, c'est j'aide les femmes enceintes, je sais pas trop quoi, à éliminer les douleurs musculaires. Maintenant, elles peuvent s'identifier. Donc le plus spécifique, c'est le mieux c'est. Donc ça, c'est la même chose. On doit être spécifique. Quand on est clair, spécifique, on peut dire ça, je sais exactement ce que je recherche. Et donc quand on pose la question à un ami entrepreneur, est-ce que tu connais quelqu'un qui, voici la fiche de poste, on peut la lire, fait ah, c'est pas n'importe qui comme directeur, parce qu'un directeur marketing internet, funnel marketing, elle n'a rien à voir avec un directeur marketing qui vient de chez L'Oréal. Le mec peut être le top directeur marketing. Il vient dans notre monde d'infopreneur, il se fait dégommer la gueule. Il ne sait même pas de quoi il parle, c'est un bébé. Il ne comprend rien, il ne sait même pas ce que c'est un tunnel, c'est quoi un upsell, c'est quoi une offre irrésistible, il ne comprend rien tout ça. Donc on a intérêt à être précis dans l'offre. Et donc c'est vraiment prendre le temps de la clarté. Et après, c'est, je dirais bien sûr poster l'annonce partout, mais c'est travailler son réseau. Mais après, oh bordel, slow to hire, quick to fire, lent à recruter. Donc j'avais eu du mal quand j'ai entendu ça la première fois, parce que oh là là, ça c'est un peu très américain de dire ça, lent à recruter, vite à virer. C'est probablement c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Bordel, quand vous commencez à penser, et si la personne doit être virée, il faut la virer tout de suite. Ouais. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Exactement. Ils recrutent vite, ils virent lentement. Exactement. Il faut, ouais, mais elle est quand même bien. Au moment où vous commencez à justifier qu'il faut la virer, oui, mais que finalement, elle est. Au moment où vous dites, je pense que, ouais, mais finalement, tu dois la virer. Et je sais que c'est. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Ouais, mais bon, ça c'est américain de faire ça. Et à chaque fois, ça, en fait, j'ai mis 1 ou 2 ans à les virer. Et ça m'a coûté 2 ans de mon business, des centaines de milliers d'euros. Mon business n'a pas progressé pendant cette période-là. Je me suis fait chier avec des gens qui ont une ambiance de merde, qui travaillent des triangulaires, un qui se met avec l'autre, contre l'autre. Donc, vraiment, au moment où vous dites, est-ce que je dois la virer? Il faut la virer. Ouais, clairement. Parce qu'un joueur de Liga, tu dis comment je peux faire pour la garder. C'est vraiment ça. Joueur de Liga, tu fais, bon, comment je fais pour la garder? Elle est top. Je vais la garder. Il n'y a même pas de discussion. Tu n'es même pas en train de te dire, je vais la virer, cette personne. Elle fait une erreur 2-3 fois par an. Ok, c'est normal. Tout le monde fait l'erreur. Je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais je fais, wow, j'adore travailler avec elle. Elle est top. Elle est toujours en train de dire, ouais, elle est top. Elle est géniale. Comment je fais pour la garder? Au moment où tu dis, putain, est-ce que je devrais la virer celle-là? On la vire immédiatement. Mais même pas à réfléchir parce que le truc va arriver dans 1 ou 2 ans. Et lent à recruter, c'est vraiment prendre le temps de poser les questions, revenir, faire un entretien peut-être 15-20 minutes, ensuite revenir sur un entretien plus profond. Il faut avoir une checklist, il faut avoir un système de recrutement et pas se baser sur le feeling. L'erreur que j'ai faite pendant les années, c'était je le faisais au feeling. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on n'est pas systématique dans le recrutement. Donc vraiment, si on veut scaler son business, on veut vraiment se libérer de l'opérationnel et gagner beaucoup d'argent, oh bordel, ça se passe sur des joueurs de Liga, ça se passe à avoir un système de recrutement, ça se passe à être lent à recruter, ça prend 6 mois, et souvent l'erreur c'est aussi de recruter quand on en a besoin maintenant. Parce que d'un coup c'est urgent, et ça c'est l'erreur au lieu d'anticiper. Donc une des choses que j'ai appris par mes mentors, c'est anticiper avant que le chiffre d'affaires explose. Donc on prévoit une augmentation du chiffre d'affaires, on est déjà en train de recruter à l'avance avant que c'est oh bordel, est-ce que quand on est dans le feu, il nous faut quelqu'un maintenant. Et c'est là où on fait le mauvais recrutement et après on la forme, mais en fait elle est mal formée, puis maintenant il faut la virer, il faut recruter quelqu'un d'autre et on va perdre du temps. Donc pas précipiter les choses, mais donc aller vite ne veut pas dire se précipiter et anticiper constamment. Complètement d'accord. Je rebondis sur un concept qui est très important pour recruter des players également, c'est il faut avoir une vision claire dans sa boîte, des valeurs claires dans sa boîte, mais aussi une culture d'entreprise. Tu en parlais justement, tu l'as évoqué là récemment avec ton mastermind à l'île Maurice, c'est ça? Yes. Comment justement créer une culture d'entreprise si forte que les meilleurs éléments veulent bosser avec toi, mais au-delà de ça, moi j'ai même vu des fois, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à tes séminaires, certaines personnes qui venaient travailler pour toi bénévolement, tellement que justement la mission était claire, les valeurs étaient claires, la culture d'entreprise était omniprésente. Donc quels sont tes différents conseils pour un entrepreneur qui nous écoute à l'égard de la culture d'entreprise? Première chose, donc, il y a 3 éléments pour moi dans la culture d'entreprise. Le numéro 1, c'est la mission, donc la raison d'être. Ouais. C'est quelque chose qui doit être plus grand que nous. Ce qui on veut vraiment attirer des joueurs de Liga qui ne sont pas juste... un joueur de Liga veut faire quelque chose, il veut faire une différence dans la vie des gens. Il veut avoir un sens. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur que les gens sont juste motivés par l'argent. C'est démontré encore et encore. Le 4e motivateur pour un salarié ou un collaborateur, c'est l'argent. Donc c'est important, on ne va pas payer un joueur de Liga en toute sa valeur. Un joueur de Liga doit être payé
au-dessus du marché. J'ai aucun problème à payer au-dessus du marché parce que c'est les meilleurs. Donc aucun problème. Non, pas les surpayer, mais pas les sous-payer. Il est sous-payé, il va se barrer. Mais c'est pas le driver numéro 1. Le driver numéro 1, bizarrement, c'est le sens. Il faut qu'ils aient l'impression d'avoir un sens dans leur vie, que de faire quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. C'est pas juste, ouais, j'ai un job, je fais des tunnels marketing, je sais pas trop quoi, et moi je réponds au téléphone, quoi. Non, on a un but plus grand que nous-mêmes. Donc moi, je rappelle constamment notre mission. Et c'est pas seulement avoir une mission, mais c'est pas avoir une mission parce que les gens ils croient que il y a un truc chez beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises ou les petits entrepreneurs, ils ont beaucoup ce truc. Ouais, mais ça c'est des jolis mots, quoi. Non, c'est pas des jolis mots. C'est avoir une vraie culture entreprise. Donc c'est mission, vision, valeur. Mais les faire respecter. Il y a des gens, le nombre d'entrepreneurs, j'ai vu dans les grosses boîtes, j'ai vu des sortes de valeurs. Nous, la valeur, c'est l'excellence, des mots comme ça. Et les mecs, c'est quand tu leur demandes de réciter la mission d'entreprise, ils sont incapables de la dire. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et quand tu parles d'excellence, tu vois, c'est un bordel fini. Ils ne savent même pas qui est quoi, ils s'emmerdent. C'est la bienveillance. Ils se critiquent tout le temps. Donc, c'est pas en accord. Donc, moi, je suis, mais alors, un taré sur faire respecter ces putains de valeurs. Moi, je l'avais dit à tout le monde. Moi, quand j'ai fait ce switch, c'est vraiment un switch. Ça prend 6 mois, un changement de valeur. C'est vraiment un changement de culture. Et pour installer cette culture, ça prend 6 mois. Et je dis toujours à mes gars que je forme, dans mon mastermind, ça va avoir des résistances. Et vous devez être le leader qui va avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Ouais. Et égal, forcément, quelqu'un qui va tester ça. Donc, on va dire, voilà, nos valeurs, c'est ça. Il y a tout un système pour que les gens puissent l'intégrer, puissent les comprendre, pour pas que ce soit juste affiché, balancé. Il faut qu'ils puissent participer dans le process. Mais une fois que c'est fait, les gars, je vais juste vous dire, ce truc va être respecté. Donc, c'est la différence entre la France et Dubaï. Pas vrai ? France, il y a des règles, mais tout le monde s'en tape. Et de toute façon, tu peux brûler une voiture et puis tu es supposé aller en prison pendant 3 mois, mais en fait, au bout de 2 jours, tu sors parce que tu es le pauvre petit. Pas vrai ? À Dubaï, tu brûles une voiture, ça va mal se passer pour toi. Là, tu vas pas prendre 3 mois, tu vas prendre 6 ans et tu vas sortir du pays et tu reviens plus jamais. Pas vrai ? Donc, c'est la différence entre Dubaï. Donc, c'est justement le système dicte les comportements. C'est pas les gens. C'est le système. Le système est au-dessus des gens. Je me rappelle pendant des années en Italie, j'avais une Porsche. En Italie, bon, là c'est différent. Ils ont un système Tudor, tu déconnes plus. Mais avant, l'Italie, c'était viva la Ferrari. On pouvait rouler à 300 à l'heure. Tout le monde s'en foutait. Il n'y a pas de radar. Et limite, moi je faisais pas ça, mais les gars, les flics derrière, ils n'avaient pas à suivre. Donc maintenant, c'est différent. C'est très sérieux. Mais bon, tu pourrais le rouler, il n'y a pas de problème. Tu arrives en Suisse. Toi, tu habitais en Suisse, j'habitais en Suisse pendant des années. Bizarrement, le même gars, il se met à 120. Pourquoi ? Parce que tu vas te faire flasher et ça va pas être 50 balles, ça va être 300 balles à chaque fois et tu vas te les taper tous les kilomètres. Donc, c'est la même personne avec la même voiture, mais parce qu'en Italie, on s'en fout. En Suisse, on s'en fout pas. Donc, c'est faire respecter ces putains de valeurs. Donc, moi, quand je parle de bienveillance, la personne n'est pas bienveillant. Il va m'avoir par Zoom et je vais dire, tu reproduis une conversation comme ça. J'ai 2 gars dans mon équipe, ils sont pas comme du poisson pourri. J'ai jamais eu ça. Je lui dis, okay, je vais le virer. Donc, finalement, c'est quand même 2 très bons éléments. Je fais, écoutez, les gars, vous êtes 2 adultes. Vous refaites ça une seule fois, je vous vire tous les 2. Et c'est des très bons éléments. Mais j'hésite pas. Et les gars, ils savent que je déconne pas. Et quand j'ai fait ça, cette première installation, il y a peut-être 4-5 ans, installation de la culture, et je leur ai dit, les gars, je vais faire respecter ce truc-là. Forcément, il y a des gens qui vont tester, quoi. Et il a été viré direct. Et donc, ce qui s'est passé, c'est OK, le Max, il rigole pas, quoi. Ce truc est sérieux, quoi. Donc, est-ce que c'est une différence entre nos valeurs et machin, et puis après, personne ne les respecte. Souvent, l'entrepreneur n'a pas le courage, et ça, c'est le leadership, c'est la partie émotionnelle, de faire respecter ses valeurs. Ouais, machin, ouais, bon, elle est quand même gentille, mais c'est pas grave, machin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le joueur de Liga ? Il voit en fait que ses valeurs sont pas respectées. Donc, finalement, je peux me comporter comme la merde, donc je vais me barrer parce que ici, c'est des rigolos. Et donc, le joueur de Liga va partir, et là, on va se retrouver avec que des joueurs de Ligue B. L'entreprise va faire faillite ou elle va juste survivre. Donc, c'est vraiment important d'avoir une vision très claire. Une mission, déjà, c'est quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes, qui ne peut pas être juste à but financier. Une vision très claire. On va où ? Un joueur de Liga, les joueurs de Liga, toute l'équipe doit être dirigée dans une vision précise. On va là. On va avoir tel chiffre d'affaires ou tel bénéfice et des top nombre de clients. On doit savoir où on va. Sinon, c'est comme un bateau sans gouvernail. Ça va mal se passer, on va finir au crash. Et finalement, les valeurs, voici ce qu'elles sont. Et au passage, ce n'est pas quelque chose qui est fait en brainstorming. C'est le leader de l'entreprise qui vient avec ça. C'est le rôle du chef d'entreprise de venir avec la vision, la mission et les valeurs. C'est pas un brainstorming entre les amis quelles sont nos valeurs ? Non, ça ça ne plaît pas quand je dis ça, mais c'est réel. Être un entrepreneur et une entreprise, c'est une monarchie. Ce n'est pas une démocratie. Maintenant, on peut être un bon monarque. Par exemple, Dubaï, c'est un très bon monarque. Je pense qu'ils font un super job, même probablement un des meilleurs monarques qui ait jamais existé. On espère que le monarque va rester à faire un bon job. Mais si le monarque tourne mal, ça peut mal se passer. Donc, si on fait un bon job, tout le monde est heureux, tout le monde est content et les clients sont servis et l'entreprise se passe bien, on a un mauvais monarque, ça va finir très très mal. Donc,
Et on peut respecter les gens, on fait avec des belles valeurs, etc. Mais ce n'est pas les valeurs de l'entreprise, c'est pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux rajouter cette valeur-là ». C'est pas le salarié qui va faire « Ah, mais moi, je veux changer la vision ». C'est pas ton job. Toi, c'est d'exécuter la vision. On est ensemble là-dedans. Donc, il y a un capitaine qui dit « On va là ». Voici comment... Il y a un capitaine qui dit « Voici nos valeurs, voici comment on va se comporter à bord. Voici où on va et voici pourquoi on fait ce qu'on fait. » Ouais. That's it. Et on doit faire respecter ça coûte que coûte. Parfait. Merci pour ces éléments. Je pense qu'on a vraiment pu creuser énormément sur la partie business. Maintenant, on va revenir à ton expertise de base, qui est quand même le dev perso, où tu as pu travailler ça des années. Tu le travailles encore aujourd'hui et c'est ce qui gravite aussi autour de l'entrepreneur. La plupart des entrepreneurs en devenir ou même des entrepreneurs déjà lancés, ils ont un vrai problème avec les croyances limitantes. Comment casser, éradiquer ou briser justement ces croyances limitantes selon toi? Ou est-ce qu'il y a un truc, il y a une méthode, il y a une stratégie que tu aimerais partager à ceux qui sont là et qui nous écoutent et qui peuvent mettre en application directement après l'épisode? Super. La première chose, c'est avant ça, parce que je donne la technique elle est dans mon livre Réussite Maximum et je la donne. On fait ça en live lors de mon séminaire Destination Réussite, tu y étais donc tu sais. Et puis les gens, c'est redoutablement efficace. Non, l'idée, c'est la première chose, c'est prendre comme priorité son développement personnel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, c'est ouais, le développement personnel, c'est pas important, c'est du style ça. Non, mais if you don't change, nothing change. Donc si tu ne changes pas, rien ne change. Je dis souvent, l'entrepreneur, son niveau de développement personnel va directement refléter son niveau dans son entreprise. Ses résultats sont directement liés à son niveau à lui. Si lui pense petit, comment son entreprise peut grandir? C'est impossible. Si lui a des croyances limitantes, il ne peut pas avancer. Donc, il doit prendre comme priorité majeure son développement personnel. C'est l'acte le plus intelligent qui soit. Devenir meilleur, devenir plus courageux, penser plus grand. Ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai développement personnel. Donc, quelqu'un me dit « Ouais, j'ai une croyance limitante, je vais la faire. » Non, tu dois prendre ça comme une priorité majeure. C'est un truc où tu vas en faire des programmes, des séminaires, faire appel à un coach, travailler sur tes putains de croyances. 80% de la réussite, c'est notre mindset. On le sait très bien. Donc, nombre de choses qu'on sait qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Donc, beaucoup de gens savent les choses, mais ils ne le font pas. On revient à la cigarette, je sais qu'il faut arrêter de fumer, mais j'arrête pas. Donc, il y a un problème. Je sais que le sucre est mauvais, mais je continue à prendre du tiramisu. Oui, mais tu ne maîtrises pas ton mindset. Le mindset, c'est 80% du succès. Et donc, pour donner une technique vraiment très simple, mais il faut vraiment va faire. Et pour ça, il faut avoir un pourquoi fort. Donc, souvent, ce que j'ai appris, c'est jamais un élément. Faire péter une croyance limitante, il faut un pourquoi fort. Pourquoi je dois faire péter cette croyance? Donc d'abord, il faut un pourquoi fort, d'où cette triangulaire que j'ai parlé, cette triade, d'avoir un but égoïste, d'avoir un but plus grand que soi-même pour ses clients et aussi pour sa famille ou un but humanitaire. Donc voici pourquoi je vais se faire de l'en personnel et plus tolérer ces croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est vraiment une limite qu'on se met dans la tête du style je ne peux pas gagner 10 000 euros par mois, par exemple. Ou je ne peux pas, souvent une croyance limitante, c'est une croyance conflictuelle du style je ne peux pas développer une entreprise à succès et être un père de famille ou une mère de famille au top. C'est faux parce qu'on peut le faire les deux. Et j'en suis un exemple, on peut y arriver. C'est pas facile, mais on peut y arriver. Donc, croyance limitante numéro 1, c'est l'identifier. C'est-à-dire qu'on, mais d'abord, il faut l'identifier clairement. Donc, il faut être conscient. C'est une prise de conscience de dire « Ah, qu'est-ce que je me dis là ?» Donc, c'est là où le coaching ou faire appel à un séminaire peut être très puissant parce que d'un coup, on se pose pendant 3 jours ou avec un coach, on fait « T'as remarqué que t'as dit ça ?» Par exemple, je dis « T'as remarqué que t'as dit essayer là ?» Je fais quoi? J'ai dit essayer. Do or do not, but there's no try. Soit tu essayes, soit tu... Mais ça n'existe pas essayer pour réussir. C'est toi tu fais, soit tu fais pas. Donc le fait d'avoir un coach qui me dit, tu sais que tu as dit essayer. Tu sais que tu as dit, tu ne pouvais pas gagner 10 000 balles par mois. Tu sais que tu es en train de chercher des excuses. Ah, j'ai pas remarqué ça. Souvent, on est tellement automatisme. Et on entend ça à la radio tout le temps. On répète ça depuis l'âge de 3 ans. Les excuses de papa, maman, les excuses des profs. On a vu ça dans les films. J'y arrive pas, je suis nul, j'y arrive pas. On se rend même pas compte qu'on le dit. Donc la première chose, c'est identifier. Donc c'est la prise de conscience. Tout commence par une prise de conscience. Étape 2, ça c'est très important. Beaucoup de gens oublient ça. Beaucoup de gens essaient directement de... Donc ça c'est... Donc, identifier, avant je parle de ça, c'est identifier le disque. Donc, tu as entendu ça avec Excellence Coaching Academy, il y a un disque qui tourne. C'est la croyance limitante. J'y arriverai pas, je suis nul, je ne pourrais pas gagner 10 000 balles par mois, par exemple. Ça tourne non-stop. Mais souvent, l'erreur qu'on fait une fois que l'on l'a identifié, c'est essayer de remplacer le disque directement. Et je dis souvent, le cerveau marche toujours parce qu'il connaît le plus. Donc, s'il a la vieille musique pourrie qui tourne depuis 20 ans, qui fait « je suis nul, j'y arriverai jamais à gagner 10 000 balles par mois », et on essaie de remplacer par la méthode Coué, directement en disant « je vais gagner 10 000 balles par mois », le cerveau va faire « non ». Parce que la musique est beaucoup plus forte, il la connaît mieux et il va toujours rejeter ce qu'il ne connaît pas. Parce que tout changement dans le cerveau est un potentiel menace. Donc l'étape 2 est très importante et c'est ce qui fait la différence, ce qu'on fait dans les séminaires, entre essayer de remplacer ton disque et changer sa croyance en 10 ans par rapport à quelques minutes.
ou allez, on va cesser une à 2 journées, maximum 30 jours. Il faut rayer son disque, ça c'est l'étape 2. Donc rayer son disque, ça veut dire quoi? C'est casser le schéma. Donc une chose qu'on fait dans mes séminaires, c'est des choses assez rigolotes. On va faire par exemple, on va répéter une phrase comme une croyance limitante en faisant le singe. Ou moi quand je fais un coaching, je vais faire, et tu as appris ça, on va casser le schéma en live, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir. On va faire quelque chose de surprenant pour que le cerveau, les connexions neuronales fassent « Oh, c'est nouveau ce truc ». Donc je dis souvent dynamiter les autoroutes neuronales. On va péter le schéma, ce qui va faire que c'est anormal ce qui se passe maintenant. Avant c'était « Ouais, c'est un peu comme si on dit « Ouais, mais je ne pourrais pas gagner 10 000 € par mois ». Et l'autre il fait « Ouais, mais si tu peux gagner 10 000 balles par mois ». Fait « Ouais, je sais, mais… » Ça va pas marcher. Donc maintenant, si elle dit, je ne vais pas gagner 10 000 balles par mois, et d'un coup, je vais faire quoi? Je vais faire un truc qui n'a rien à voir, je vais crier, ou je vais me transformer en singe, ou je vais sortir une trompette, et le cerveau va être en choc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on pète les autoroutes neuronales, et le cerveau est totalement ouvert à recevoir un nouveau disque. Et donc, on va créer une nouvelle connexion neuronale, c'est l'étape 3, par répétition, émotion et conviction. Donc, j'ai une méthode qui s'appelle la VERA, que je transmets dans mon livre. Ça coûte 18 balles et tous les bénéfices sont reversés à but caritatif. Et la VERA, ça a changé toute ma vie, parce que j'ai changé toutes mes croyances avec ça. Et donc, c'est visualiser, écrire, ressentir et affirmer cette nouvelle croyance. Et donc, par exemple, ça va commencer à dire visualiser que je vais gagner 10 000 balles par mois. Oh non, je gagne beaucoup plus, mais bon, à 10 000 balles par mois, c'était le truc, le Graal à atteindre. Je vais l'écrire régulièrement. Je vais le ressentir, c'est très important parce que le cerveau marche en émotion. On retient les choses par émotion, pas juste par intellect. Donc, je prends un exemple souvent, c'est est-ce que vous vous rappelez exactement où vous étiez le jour du 11 septembre? Tout le monde se rappelle exactement quand il a appris ça. Le premier baiser. La première fois qu'on a eu un orgasme. On se rappelle ça immédiatement. Maintenant, si on se rappelle le 40e baiser. Non. Le 11 septembre, on était où à la même heure la veille? Je sais pas. Parce que ce n'était pas chargé émotionnellement. Donc, c'est important que ce soit chargé émotionnellement. Quand on fait une visualisation, on doit la faire avec toutes ces tripes comme si on y était. Et donc, finalement, visualiser, écrire, ressentir et affirmer. Affirmer, très important. Ça, c'est un peu le concept de la méthode Coué. Mais il faut le faire dans un état émotionnel élevé. Il faut être dans une physiologie gagnante. Si on se dit, moi, pendant des années, je me suis répété, j'ai une confiance totale en moi, j'ai une confiance totale en moi. Mais j'avais une physiologie de quelqu'un qui était timide. Donc, c'est très important. La méthode Coué, pendant des années, genre, ça a changé ma vie. Et d'autres, c'est ça marche pas. La raison pour laquelle ça marche pas, c'est que déjà, on n'a pas rayé le disque. Et deux, parce qu'on est dans une physiologie du style, j'ai une confiance totale en moi, mais on a les épaules en avant, on a une physiologie de merde. Donc c'est très important moi je dis gestuel, j'ai une confiance totale en moi, de faire des cris, des yes. Et donc là, même si ça a l'air con, on est en train de conditionner notre cerveau très très fort. Donc ça, c'est des méthodes très rapides pour pouvoir casser sa croyance imitante. Donc identifier sa croyance imitante, rayer le disque, remplacer le disque. Et comment on remplace le disque? Par la VERA, visualiser, écrire, ressentir, affirmer. Je ne peux pas faire plus précis et concret que ça. Testez ça, ça va changer votre vie. Clairement, et je rebondis sur un sujet, tu me dis physiologie. Ça me rappelle un concept que tu évoques souvent, le PMF, posture, monologue, focus, qui permet aussi à quasi n'importe quel individu de changer un élément, de casser un syndrome de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant, atteindre un objectif. Et ça, c'est extrêmement important. Tu parles de la méthode ECA, Excellence Coaching Academy. J'ai suivi ECA également. C'était, je ne sais plus en quelle année c'était, 2019 ou 2020, je ne sais plus. 2019, comme ça, ouais. Voilà. Et au tout départ, je l'ai suivi, mais j'étais, je ne vais pas dire dubitatif, mais plus curieux. Tu vois, curieux, est-ce que vraiment, tu vois, j'étais au début, je faisais plus du consulting que du coaching, essentiellement de la formation, etc. Je développais le consultant à l'époque par entrepreneurs.com. Est-ce que vraiment tous ces trucs de coach, etc., ça marche vraiment? Je veux voir, parce que j'aime pas juger quelque chose sans le connaître. Yes. Je veux voir, et effectivement, à l'unanimité, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que si tu as l'intention justement de vraiment pouvoir aider les gens, transformer la vie de quelqu'un, apporter de la valeur à quelqu'un, déjà tu en apprends beaucoup sur toi. Yes. Ça, c'est le premier point que je trouve super intéressant. Je pense même que tu as des clients qui viennent juste pour en apprendre plus sur eux, ça se trouve. Non, on va avoir 5-10% de gens qui disent ouais, je veux juste booster mon développement personnel et être plus heureux et croître dans ma propre vie. Ouais. C'est ça, et puis ensuite tu peux permettre de le transmettre. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur c'est quoi fondamentalement la méthode ECA, ou en tout cas c'est quoi être un bon coach, dans le sens où, pour que tu comprennes le fond de ma question et l'intention, aujourd'hui en 2023, depuis 2018-2019, même avant un petit peu, mais surtout pendant ces moments-là où ça s'est énormément démocratisé, on a énormément de coachs qui sont présents aujourd'hui sur Internet. Il y a du bon, il y a du moins bon. Yes. On entend tout et son contraire. Les médias aussi ont parfois, certaines fois, mis une mauvaise image sur l'industrie du coaching. Ça peut être intéressant que toi qui en as formé énormément, qui est dans cette industrie depuis plus de 10 ans maintenant, c'est quoi le coaching? C'est quoi la bonne méthode de coaching? Alors, c'est quoi le coaching? C'est simplement, le coach n'est pas un mentor. Donc, moi, je suis coach mentor. Donc, le mentor va en gros dire,
Voici, on rentre dans la jungle, je connais la jungle comme ma poche, évite là, parce que tu vas te faire bouffer par les crocodiles, là, tu vas te prendre une coconette dans la gueule, va là direct au but, boum, tu sors non seulement vivant, mais tu as passé un bon moment. Le mentor fait gagner du temps et va dire quoi faire. Le coach va pas forcément dire quoi faire, il va plutôt poser les bonnes questions. Donner la perspective pour que la personne prenne la meilleure décision possible. Le coaching, c'est extrêmement puissant. Parce que Bill Gates, son meilleur conseil, il a ouvert son TEDx, son premier grand TED, en disant « Everyone needs a coach ». Tout le monde a besoin d'un coach. Et le meilleur conseil qui a été donné, en gros, quand on a demandé quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner, c'est le PDG de Alphabet, donc qui est l'ex-PDG de Google, donc Alphabet, c'est au-dessus c'est ce qui détient Google. Eric Schmidt, le meilleur conseil qu'il a donné, c'est de dire « Everyone needs a coach ». La meilleure conseil qu'on puisse me donner, c'est d'avoir un coach. Quand il est entré chez Google, on a dit, tu as besoin d'un coach. Il a dit, mais il y a un problème. Mais non, si tu veux performer, tu as un coach. Tous les plus grands sportifs du monde ont un coach. Michael Jordan n'a pas gagné un seul championnat tant qu'il n'y avait pas Phil Jackson. Phil Jackson est arrivé, il a commencé à apprendre, il faut que tu passes la balle. Tu ne peux pas gagner seul un championnat. Il y en a 5 en face de toi, ils vont toujours t'arrêter. Tu peux être le meilleur joueur, le meilleur marqueur, tu ne vas jamais gagner un championnat. Moi, il a commencé à capter ça, il s'est commencé à développer l'humilité, passer la balle, ils ont commencé à gagner 6 championnats. Presque d'affilée, il a juste pris 1 an de pause pour faire du baseball et puis c'était juste, c'est probablement l'équipe la plus incroyable de l'histoire. Mais sans Phil Jackson, Michael Jordan, on n'aurait jamais dit Michael Jordan. Donc, si on regarde Céline Dion, vous parlez de sa coach, parlez de Tiger Woods, il va parler de son coach. Il a eu différents coachs. Donc déjà, faire appel au coaching, c'est extrêmement intelligent. Ça a été démontré que en moyenne, investir dans le coaching, ça va donner un retour sur investissement fois 5,5. Toutes les études le croisent. Ne pas investir en coaching, c'est stupide. C'est pour ça que la plupart des grands groupes maintenant ont des coachs en interne parce que c'est génial et c'est démontré de faire appel à des coachs. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui s'inventent coach, qui ne sont pas vraiment des coachs, qui donnent des conseils alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et il y a différents types de coaching. Donc après, il y a différents types de coaching. Donc, il y a des types. Moi, j'aime bien dire, il y a le type coaching que j'appelle motivation. Ce que je faisais au début, ce qui est totalement inefficace. Au passage, je t'ai parlé de motivation, je ne fais vraiment pas de la motivation. Je fais parfois de l'anti-motivation. La motivation, c'est bien, ça booste les gens pendant 24 heures, mais on redescend, on est dégonflé. On a gonflé des ballons, mais on a les a redégonflés. Donc moi, mon job, c'est pas les aider à gonfler des ballons, c'est plutôt trouver une force à l'intérieur, le feu à l'intérieur qui va les garder non-stop. Et donc, le coach motivation, c'est un peu coach sportif. C'est vachement efficace pour le coach sportif. Allez, let's go. Allez, tu peux en faire encore 2 pompes de plus, c'est génial. Mais dans le coaching business ou le coaching de vie, c'est totalement inefficace. C'est vraiment le plus inefficace total. Parce qu'on est constamment dépendant du coach. On les booster et puis... Et le problème, c'est que vous pouvez avoir, je dis souvent, un coaching motivation. Si tu as des freins à main enclenchés, tu peux accélérer aussi fort que tu veux. Tu vas rester, tu vas pas bouger. Donc à la fin, c'est plutôt être stratégique. C'est aller chercher le frein à main. Ok, il est où ce frein à main? C'est quoi les croyances limitantes que tu as? Qu'est-ce qui te bloque dans ta tête? Quelles sont tes croyances conflictuelles? Et on va être stratégique, on va aller chercher ça, on va virer ce frein à main et puis il va avancer tout seul. Tout le monde est motivé à gagner plus d'argent. Tout le monde est motivé d'avoir une business plus grand. Tout le monde est motivé à avoir plus de temps pour sa famille. La question, c'est pas est-ce que tu es motivé ou pas? La question, c'est est-ce que tu as desserré tous tes freins à main? Donc, contrairement à du coaching motivationnel, moi j'ai du coaching stratégique, du coaching d'excellence, que j'appelle du coaching d'excellence. On est dans le coaching moteur, on va en profondeur. Et on va vraiment chercher la source du problème et on va chercher ses freins à main et on va les desserrer. Et après, ça va partir tout seul. Et un autre type de coaching qui est totalement inefficace, c'est le coaching type intellectuel. C'est le style, je donne des conseils. Alors ça, c'est OK dans le mentorat, à condition que la personne a ses croyances limitantes qui ont été travaillées. Donc, quand tu as quelqu'un qui a déjà travaillé sur son développement personnel, tu donnes un conseil, il l'implémente tout de suite. Clairement. Bon, ça avance très vite. Les gens de mon mastermind, ils ont fait beaucoup de séminaires avec moi, et puis c'est déjà des gens d'action, donc on leur donne ça. Le mec qui business, il passe de 1 ou 2 millions en 6 mois, quoi. Mais quand les gens ils sont là plein de croyances limitantes et de peur, tu leur donnes tous les conseils que tu veux, ils n'avancent pas. Donc, c'est bien de donner des conseils, mais à condition que la personne peut les prendre et l'implémenter. Donc le conseil intellectuel, s'il fait ceci, fait cela, c'est mignon, mais attention, c'est souvent inefficace si on n'a pas fait son travail personnel. Et le coaching motivationnel est totalement inefficace. Donc attention. Et puis après, malheureusement, ici, des gens qui s'inventent coach, alors qu'ils sont, je ne pense pas qu'ils sont en position de donner quoi que ce soit comme conseil. Déjà, ils sont en position de conseil au lieu de position de poser des questions. Donc, ils sont plutôt en condition de mentor, alors que ce ne sont pas vraiment mentors. Moi, j'ai eu des gens qui ont dit, je vais donner des conseils en couple. Je fais, ok, mais t'es en couple ou pas? Non. Je fais, ok, et t'as réussi en couple. C'est la personne qui est célibataire, qui a du mal à attirer un homme dans sa vie et qui va donner des conseils de couple. Je pense pas que t'es en position d'être un coach de couple. Donc, ça ne tient pas la route. Donc, à un moment, il faut être aussi cohérent. Ouais. Donc, si tu es en coach mentor et tu donnes des conseils, tu as intérêt à être en position de dire, j'ai l'expérience. Voilà, sinon ça ne tient pas la route le truc. Donc voilà, mais maintenant, quoi qu'il arrive, intéressant, c'est rare de se planter avec un coach. Alors la dernière chose à faire, c'est le coaching qu'il faut jamais faire. J'ai entendu une personne qui m'a dit, voilà, ma coach m'a conseillé de divorcer avec mon mari.
Je fais, comment tu peux dire un truc pareil quoi? Tu peux pas dire un truc pareil. Et au passage, je lui ai demandé, est-ce qu'elle a rencontré ton mari? Non. Donc tu peux pas faire un truc pareil. Donc ça c'est très important, on doit être responsable. Moi je dis jamais, en termes de relationnel à un coach, jamais demander à quelqu'un de se séparer de quelqu'un, on peut pas se permettre de ça. On peut poser des questions, on peut dire, est-ce que tu penses que c'est une bonne personne avec toi, est-ce que elle est toxique avec toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de continuer? On peut poser des questions, mais c'est toujours la personne qui prend des décisions. On ne peut pas se permettre, quand une personne est déroutée dans sa vie, de commencer à lui donner des conseils à 2 balles quand on n'est pas apte à le faire. Donc c'est le côté, on va dire, obscur du coaching, quand des gens sont irresponsables, vont juste chercher à gagner de l'argent, n'ont pas l'expérience, le niveau de conscience, la formation, ils vont faire n'importe quoi. Et là, dans ce cas, ça peut être problématique. Mais sinon, de manière générale, le coaching peut être bénéfique. Clairement, je te rejoins et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, j'ai décidé aussi d'arrêter d'accompagner les entrepreneurs qui démarrent. Parce que moi, je suis plus dans le mentorat, dans le consulting uniquement que dans le coaching. J'aime dire, OK, tu fais comme ça, c'est ça ton problème, OK, comme ça, parce que j'ai cette expertise, parce que j'ai cette expérience que j'ai pu développer. Mais effectivement, si la personne n'a pas fait un travail personnel sur elle et qu'elle n'est pas prête à implémenter les choses derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc, j'ai choisi d'accompagner désormais que les entrepreneurs déjà lancés, parce qu'eux ont fait ce travail, eux sont en capacité d'implémenter. Et puis, des fois, quand il y a besoin d'aller plus loin, on met en place les choses pour. Je posais cette question à un autre acteur du coaching il y a de ça quelques semaines que j'ai pu accueillir sous le déclic également. C'est justement la place de l'intelligence artificielle dans le monde du coaching. Est-ce que tu l'utilises au sein de ton écosystème? Si oui, comment? Et surtout, comment tu vois la suite? Est-ce qu'un jour les gens pourront se faire coacher ou en tout cas on pourra utiliser l'intelligence artificielle à ses côtés pour pouvoir mieux coacher les individus? Comment tu vois la chose? Alors, je parlais d'abord la partie un petit peu parce que là tout le monde parle le chat GTP, l'intelligence artificielle, etc. C'est un peu le voilà, c'est très hype, c'est très donc non, clairement, est-ce que c'est révolutionnaire? Absolument, aucune discussion. Est-ce que c'est vachement hype? Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent machin, comment on va changer votre business? Je vais être sincère, j'ai utilisé ce chat GPT dans tous les sens, je me suis formé avec les bons prompts. Ça va pas me donner les meilleurs business conseils de l'histoire. Non, c'est pas comme ça que tu vas développer une boîte à succès. Mais non, il peut-être avoir des exceptions, c'est mignon, mais ça remplace pas le cerveau d'un business consultant ou d'un business spécialiste de 20 ans. Et surtout le transmettre. Donc maintenant, est-ce que ça peut aider des choses? Donc pour moi, c'est un outil d'optimisation et c'est un outil, on va dire, de gain de productivité. Donc par exemple, je peux gagner des idées avec ça. Donc est-ce que j'utilise? Absolument. Est-ce que j'utilise tous les jours? Non. Est-ce que ça me donne des bonnes idées? Parfois oui. Absolument. Donc j'utilise. On a déjà des gens, par exemple, dans la vidéo production, on a déjà des membres de mon équipe qui l'utilisent. J'ai enregistré une vidéo, je ne sais pas pourquoi, il y avait une sorte de son bzzz, comme ça, je ne sais pas pourquoi, probablement connexion avec mon micro. Ça a duré la première heure. Et pour moi, je dirais 1 heure de refaire, c'est chiant. Il m'a mis dans le système, il sait l'utiliser, il sait utiliser la machine, mais il m'a enlevé ce son, je ne sais pas comment, mais j'ai pu économiser 1 heure de mon temps. Donc, c'est un gain de productivité. C'est non seulement un temps pour lui, un temps pour moi. Donc, c'est un gain de productivité. That's it. C'est comme Internet. Là, on peut envoyer un email. Avant, il fallait en courrier. Ça mettait 3 jours aller, 3 jours retour. Maintenant, c'est email. Maintenant, c'est SMS. Machin. Donc, c'est des gains de productivité. Est-ce que ça remplace des humains? Ça va remplacer des humains. Est-ce que ça va gagner du temps? Bordel, oui. Est-ce que ce truc va devenir incroyable? Absolument. Est-ce que ça va devenir dangereux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le scénario fin du monde? Je ne sais pas. Mais quand tu as des Elon Musk qui dit on doit tout stopper parce que ce truc peut devenir problématique pour l'humanité, il faut quand même écouter ça. Donc, est-ce que j'utilise dans le quotidien? Oui. Est-ce que j'encourage mon équipe à le faire? Mais non, est-ce que ça a tout révolutionné chez nous? Non. Je veux dire, à la fin, je vais être très sincère. C'est un coup de boost à la productivité. Mais non, est-ce que je vois dans le futur? Oui. Est-ce que, par exemple, le système est tellement intelligent qu'il peut prendre toutes mes centaines d'heures de coaching qui ont été enregistrées en simulaire, etc. et potentiellement pouvoir reproduire avec ma propre voix, les machins, où je pourrais avoir un coaching avec un avatar de Max qui serait moins cher pour eux, où d'un coup, ils me posent une question, il y a une conversation avec eux, clairement, on va aller là-dessus. Mais non, est-ce que ça va remplacer moi en direct qu'avec toute l'expérience humaine, le machin, spécifiquement pour eux? Bien sûr que non. No way. Mais est-ce que ça peut vraiment pousser un programme où les gens peuvent poser une question et c'est Max qui répond avec la propre voix et qui pourrait être potentiellement exactement ce que je répondrais? Absolument. Donc ce truc, comment il va évoluer, je ne sais pas, mais clairement on va se préparer là-dessus et il y a clairement une partie de la clientèle qui va se dire waouh, je vais pouvoir avoir une interaction avec Max, enfin l'avatar de Max qui peut me coacher. Et ça c'est génial. Donc à un petit prix, je sais pas qu'ils vont peut-être payer 50 balles par mois, je sais pas trop quoi, au lieu de payer moi c'est 10 000 € l'heure maintenant. Donc bon, ça va être un peu compliqué d'avoir un individuel. Donc et ça c'est génial. Donc les gens pourront accéder à un coaching à scale sans payer 10 000 balles l'heure. Donc je trouve ça excitant parce que ça va toucher plus de monde. Mais non, est-ce que ça va remplacer l'humain? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des jobs qui vont dégager? Oui. Si tu es conducteur de camion, tu vas dégager, ça c'est sûr. Tu as un mauvais marketeur, un mauvais copywriter, ChatGPT fait mieux. Mais un top copywriter va jamais être remplacé.
C'est intéressant d'avoir le point de vue de chaque personne, vu qu'il y a la hype d'une part, et puis d'autre part, on peut pas, comment dirais-je, nier le fait qu'il y a une vraie révolution technologique et il faut, je pense, s'adapter parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont certes disparaître, beaucoup aussi qui vont s'adapter, en tout cas qui vont être obligés de s'adapter. J'ai 2 questions encore pour toi. La première, c'est finalement, c'est l'équilibre dans la vie. Tu parlais justement de cet arbre qui maintenant a 8 branches, avant il en avait 7. Est-ce que tu peux nous partager ces 8 branches et aussi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un individu qui nous écoute, un entrepreneur, un investisseur ou même quelqu'un simplement qui est sur le podcast et qui, avec tous les projets qu'il a, le quotidien qu'il a, n'arrive pas justement à trouver cet équilibre, ne se sent pas épanoui. Après, est-ce qu'on peut être équilibré parfaitement partout? À voir. Ça peut être un débat, mais je ne pense pas personnellement non plus. Mais en tout cas, être équilibré sur les choses qui font du sens pour nous, qui sont importantes à nos yeux, et puis aller s'épanouir. Donc, quelles sont ces 8 branches et comment trouver l'équilibre dans sa vie? Donc, les 8 branches, on le trouve dans mon livre, on voit ça en profondeur dans mon séminaire Destination Réussite. Et donc, la première chose, bien sûr, c'est la santé-vitalité. C'est hallucinant de voir autant de gens qui... Enfin, moi, je vois encore que ce que les gens prennent à bouffer, je me dis, mais... Je me dis, c'est pas possible qu'ils mangent ça, quoi. Les gens sont totalement inconscients. Encore une fois, moi, j'ai perdu ma mère, mon père, j'ai perdu à 14 ans, accident de la route. Ma mère est morte d'un cancer à l'âge de, quand j'avais 26 ans. Ça m'a marqué. Ça, c'était vraiment le fait qui fait, OK, la santé, elle est morte d'un cancer. Ma grand-mère était morte d'un cancer à 54 ans. Ma arrière-grand-mère était morte d'un cancer. Donc, génétiquement, moi, je n'étais pas bien placé. Je me dis, OK, j'ai intérêt à prendre la santé très au sérieux. Donc, entre 0 et 10, à quel point vous êtes? Bon, est-ce que la vitalité a un impact sur le business? OK, oui. Bordel, je fais du sport le matin, je mange plus sainement, j'ai une patate de fou, j'ai plus d'énergie, j'arrive le soir, je suis encore présent avec mes enfants, j'ai une énergie beaucoup plus forte, donc j'accomplis plus en une journée que certains accomplissent en un mois. Quand on est là fatigué, ouais, comment ça va, machin, le cerveau ne peut pas fonctionner. Donc on doit être en état émotionnel élevé, donc la vitalité est vitale, ça s'appelle la vitalité. Deuxième chose, bien sûr, ça peut être, on va taper dans les relations. Donc j'ai bien séparé les relations familiales et amies de la relation sentimentale. Donc ça, c'est 2 branches différentes. Relation, on a tendance à être différent avec nos enfants, avec nos amis. On peut vite facilement mettre un masque. Avec les amis, on peut faire « comment ça va, tout va bien, machin, etc. » C'est le coup du téléphone. Avec quelqu'un, tu es en train de t'engueuler avec la personne dans ton couple. « Ouais, machin. » D'un coup, il y a le téléphone qui sonne. On fait « Oui, bonjour, comment ça va, tout va bien ?» Et donc, en fait, donc, bizarrement, avec les amis, on va mettre un masque, mais dans le couple, on est à nu. Et donc, on a bien une branche entre les amis, les relations qu'on veut avec les amis, parce que parfois, moi, j'ai tendance à être tout seul dans mon coin. Donc, j'ai appris à m'entourer, d'avoir des amis et d'où m'ouvrir et discuter avec des entrepreneurs et autres entrepreneurs qui m'ouvrent l'esprit, et avec mes enfants, et bien sûr la relation sentimentale. La relation sentimentale est probablement la plus difficile qui soit. Je dirais réussir un business, c'est vraiment pas facile, mais réussir dans la vie sentimentale, ça c'est le plus difficile. C'est le plus grand challenge parce qu'on peut pas maîtriser. Dans un business, on peut tout maîtriser. On peut maîtriser tous les leviers, les gens qu'on recrute, le marketing qu'on fait, tout. On peut pas maîtriser l'autre. L'autre a un choix, il a son libre arbitre, donc on doit apprendre à aimer inconditionnellement, pas facile. On va continuer. Allez, gestion du temps, ça c'était une chose que j'avais ajouté. Donc justement, la gestion du temps aussi va connecter partout. Donc une des choses que j'ai vraiment appris, c'est surtout en devenant père, parce que j'ai envie de dire, être un entrepreneur célibataire, je ne veux pas dire que c'est facile. Non, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a le temps, on pense qu'à ça non-stop. J'ai eu ça pendant une période. Déjà, être en couple, déjà, y a un homme ou une femme en face, elle a besoin de temps, d'énergie. Déjà, pas être 100% focus sur lui. Mais on a des enfants, good luck. C'est quand les enfants arrivent, alors nous, on va avoir un 3e qui arrive. Alors là, le bordel, c'est challenge. Et en même temps, c'est une force, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est pas oublié. Gestion du temps. Donc moi, j'ai vraiment appris à aller sur vraiment les actions les plus productives. Là, j'ai pas eu le choix de déléguer à fond. Là, tu dégages tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, tu as intérêt à vraiment te discipliner par rapport à ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les loisirs. Donc, ça a l'air con, mais est-ce qu'on s'amuse? C'est important d'avoir un peu de fun dans la vie. Parce que souvent, un business, si on est passionné par ce qu'on fait, c'est son propre loisir. Mais c'est important parfois d'y avoir un truc pour s'aérer l'esprit du business. Ouais. Si on est non-stop à penser, on va péter les plombs. Bon, moi, c'est le basketball, par exemple. Tu vois, ou aller courir un petit peu. Donc, moi, le basketball, je shoot des paniers, c'est bon, mon esprit part, ça me fait du bien, c'est une petite passion en plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Loisirs, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pas possible, comment je peux oublier ça? Les finances. Les finances, merci. Les finances, comment je peux? Donc les finances. Alors il y a ça, c'est souvent une différence entre les finances et la carrière. Donc on va rajouter, là, on est déjà sur 6 et 7e branche. Donc les gens souvent confondent les deux. Mais les finances, c'est pas la carrière? Non, rien à voir. Donc le business, c'est déjà où en tant qu'entrepreneur, c'est sa carrière. Est-ce qu'on s'épanouit dedans? Est-ce qu'on a du succès dedans? Mais après, c'est une fois qu'on gagne de l'argent, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Donc, il y a un nombre d'entrepreneurs que je vois, ils gagnent bien leur vie, mais ils font n'importe quoi avec leurs finances. Donc, la finance, c'est la partie fiscalité, la partie investissement. Qu'est-ce que je fais pour faire fructifier cet argent?
Est-ce que je l'ai investi dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Typiquement, ce qu'on voit à Finance Max, c'est les gens, je vois des gens qui ont des business très profitables, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent même pas ce que c'est une holding, ils ne savent pas comment réinvestir, ils ne savent pas où on peut trouver des investissements à 8, 10, 12, 14% avec quasi aucun risque. Donc ils font n'importe quoi, ils se crament ils mettent tout leur argent dans les crypto-monnaies. Alors c'est très bien, mais c'est extrêmement risqué comme jeu et je ne recommanderais pas de mettre plus de 10%, sinon vous jouez avec votre carnet de santé financière. Et donc ça c'est important. Et finalement, la 8e branche, c'est la contribution. Qu'on a tendance à oublier, mais bizarrement, au passage, un métier, notre business a tendance à contribuer. Pour moi, c'est un véhicule de contribution énorme. En plus d'être un business qui m'épanouit et en plus d'être un loisir, etc. Donc, une chose peut aussi remplir beaucoup de choses. Mais la contribution, c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui nous remplit réellement dans notre vie. Ce n'est pas juste un moment de bonheur, d'un succès, d'une atteinte, d'un certain niveau de revenu. C'est à quel point on a contribué. C'est démontrer encore et encore pour avoir une vie pleine de sens et vraiment être heureux et épanoui sur le chemin. C'est de contribuer dans la vie des gens. Et quand on a une sensation de contribution, et que par exemple, peut-être qu'on va utiliser une partie de son argent à redonner dans l'humanitaire, bizarrement, quand on a une cause qui nous tient à cœur, on a envie de gagner encore plus d'argent, parce qu'on veut aider encore plus. Complètement. Et ça, c'est très puissant. Donc voici, on parle des 8 branches. Magnifique. Merci pour tout ce que tu as pu partager ici aujourd'hui. Ah ouais, tu voulais parler peut-être de l'équilibre. Attends, là, je te fais un petit... rapidement, l'équilibre. Donc, maintenant, on a parlé de ces 8 branches, maintenant l'équilibre. Donc, est-ce qu'on peut avoir un équilibre parfait? Tu fais bien de m'avoir coupé d'ailleurs. On aurait oublié l'équilibre. Voilà, donc l'équilibre. Donc, est-ce qu'on peut avoir un équilibre parfait? Absolument, seulement moi. Non, je rigole. C'est absolument impossible. L'objectif, c'est pas d'avoir un équilibre parfait non-stop. Ouais. On va être constamment en déséquilibre. C'est OK. Mais maintenant, c'est être vigilant de ne pas en oublier une. Si à la fin, si je néglige la gestion du temps, ça va avoir un impact sur toutes les sphères de ma vie. Je néglige mon business, je vais avoir un impact sur mes finances. Je néglige mes finances, c'est bien, je peux gagner beaucoup d'argent, mais si je fais n'importe quoi, je me fais bouffer 40% ou 50% par le fisc, à quoi bon? Donc, j'ai intérêt à savoir où placer mon argent. Si je claque tout de tout ce que je gagne, le jour où ça va mal se passer, où je dois acheter une maison, ou je ne sais pas trop quoi, ou d'un coup c'est la merde pendant un moment, t'as pas d'argent de côté, t'as pas un business de l'argent de l'immobilier ou de la bourse qui te rapporte de l'argent mois après mois, ça va être un problème. Je néglige ma santé, ça va avoir un impact sur mon business, ça va avoir un impact sur ma famille, etc. Donc c'est juste de s'équilibrer et d'avoir un agenda de plus en plus strict. Si vous avez des enfants, t'as intérêt à être méga discipliné. Là, la discipline, elle monte avec plus t'as d'enfants et le plus de business monte et la discipline monte. Donc c'est vraiment d'avoir un agenda et s'y tenir. Se dire, ok, ce truc-là, boum, c'est ça. Et donc c'est s'y tenir. Donc avoir vraiment des habitudes et c'est extrêmement structuré. Et savoir qu'à un moment, forcément, vous allez mettre le paquet à un moment sur votre business. Et c'est OK de communiquer pour sa famille. Tu sais quoi, je serai un peu moins présent là. Par contre, c'est pas possible pendant 3 ans. C'est même pas possible pendant 1 an. C'est OK pendant 1-3 mois. Mais la famille va pas tenir 1 an. Il y a quelqu'un, c'est connu encore et encore. Le nombre d'entrepreneurs ont dit, ouais, c'est quoi, je pars à Hong Kong, je sais pas trop quoi, pendant 1 an. Et on va... T'oublies, au bout de 6 mois, le divorce est fait, quoi. Ça va pas tenir 1 an. Donc, c'est comme un élastique. Donc, je donne souvent l'exemple de l'élastique. Tu peux tirer un moment, mais tu peux pas tirer trop longtemps, trop fort dessus. Est-ce que tu peux dire à ta famille, écoute là, pendant 3 mois, je vais mettre le paquet, je lance mon business? Ils vont tous comprendre ça. Et tu sais quoi, la conséquence, c'est aussi qu'on va pouvoir avoir une plus belle maison, on va pouvoir avoir une plus belle voiture, je vais offrir une meilleure éducation. Ils comprennent tout ça. Mais papa ou maman n'est pas là pendant 3 ans, c'est le divorce. C'est simple et ça va être, tu sais quoi, t'as pas été pas là, tu sais quoi, oublie. En gros, ton business est plus important que le mien. Donc, c'est être capable de naviguer là-dedans, se dire, bah moi, je le sens tout le temps. Je vais dire, ok, là, je tire un peu trop sur la corde. Là, je suis en train de trop tirer la corde, il faut que je passe plus de temps avec ma famille. Parfois, ok, là, je pourrais avec ma famille, mais là, il faut que je remette sur le business. Ok, là, la santé, là, je suis pas à mon top, il faut que je reprenne un coach sportif. Donc, c'est un peu naviguer, c'est d'avoir la conscience de ça et savoir un petit peu tirer sur l'élastique en savoir, ok, quelle est la priorité majeure maintenant? Et au fur et à mesure des habitudes qui se mettent en place, au bout d'un moment, les habitudes font que ça tienne. Le fait que moi j'ai l'habitude tous les matins de me lever, je fais du sport. Donc, ce qui fait que ma santé et ma vitalité va au top. Donc au fur et à mesure de mettre des habitudes en place, l'équilibre arrive à être tenu, mais en sachant que c'est jamais un équilibre parfait et c'est juste d'être conscient de pas trop tirer sur la corde. C'est aussi simple que ça. Merci pour avec tout ce plaisir. que tu as pu partager encore une fois avec ce concept. J'ai adoré cet épisode. C'était vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, si celles et ceux qui nous écoutent, qui nous voient, s'ils sont sur YouTube, faites-le nous savoir si vous avez au moins aimé écouter cet épisode, au moins autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, par un like, un commentaire, partagez l'épisode, mettez 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous êtes. On mettra aussi les liens de Max directement sous la vidéo et sous les épisodes. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois à tous les invités qu'on a sur le déclic. Envoie ta question. Dans toute ta vie, dans toute ton existence, est-ce qu'il y a un truc qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi?
Si on fait abstraction de ce que tu nous as déjà partagé dans l'épisode, vraiment littéralement un vrai déclic que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous voient, ça peut être une citation, une anecdote, une situation, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, peu importe, même quelque chose que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, sur aucune scène. Je te demande de faire un sacré effort là parce que c'est chaud, ça. Les anecdotes, t'en as donné. Mais voilà, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Je dirais changer d'environnement. Si je dois donner le plus grand secret du succès, ce sera changer d'environnement. C'est probablement le plus difficile parce que le cerveau a tendance à se dire c'est le cerveau mammifère, je suis dans ma petite tribu avec mes copains là, je les connais bien, puis on va au bar, même endroit, machin, on est bien en sécurité, ils m'aiment bien, même s'ils m'aiment pas, ils me critiquent, ils me jugent, mais au moins je suis plus en sécurité. Et le changement le plus drastique qu'on peut avoir dans sa vie, c'est à un moment faire la traversée du désert. Et cette traversée du désert prend énormément de courage. Je ne suis pas en train de dire d'oublier tout le monde. Je ne suis pas en train de dire faut dire au revoir à tous ses amis. Mais à un moment, si c'est ce qui est nécessaire, il faut le faire. Moi, je traînais avec des potes de Strasbourg. On allait littéralement 3 fois par semaine aller prendre des bières, des picons-bières, etc. Raconter les mêmes histoires à la con, des mêmes profs. Tu sais, il était con celui-là, machin, ça. Et à moi, j'ai juste pris conscience. Je dis attends, si je continue à traîner avec ces mecs-là, je vais finir comme eux. Les gars, je vais finir avec un petit job à 2000 balles par mois max. Et je dis ok. Et donc, c'est pas pour ça que moi je les respecte, je les adore. C'est juste que j'ai commencé à penser autrement, j'ai commencé à agir autrement. Et naturellement, quand on change, l'environnement va changer. Parce qu'on commence à parler différemment, on a des ambitions différentes. L'autre, il veut juste se péter la gueule. Moi, je veux avoir une entreprise à succès. Je veux faire une différence dans ce monde. Et donc, le fait de. Et ça commence par écouter des podcasts différents, ce que vous êtes en train de faire, faire appel à un mentor, lire des livres différents, participer à des séminaires, faire partie de mastermind, faire appel à des mentors, ce genre de choses, permet d'élever son environnement. Et vraiment, c'est le premier conseil que j'ai eu par un des mes mentors. Et je lui ai posé la question, c'est quoi toi ton plus grand déclic que tu as eu? Il m'a dit, moi j'ai eu un mentor un jour et je lui ai posé la question, si je veux avoir un business à 50 millions et gagner 50 millions d'euros un jour, je fais quoi? Le réflexe a été direct, il a dit, traîne avec des gens qui gagnent 50 millions d'euros ou plus. C'était aussi simple que ça. Et à la fin, quand on traîne avec des gens qui pensent 10 fois plus grand que nous ou qui ont accompli 10 fois plus que nous, ils vont déteindre directement par la manière de penser, ils ne vont pas tolérer nos conneries, ils vont dire qu'est-ce que tu racontes, arrête de dire essayer, tu vas le faire, voici mon contact, let's go. Donc ils ont des standards différents. Pourquoi l'environnement est si puissant? Parce que ça élève les standards. C'est très compliqué d'élever des standards. Les standards, ça veut dire que voici, ça va être le minimum que je vais avoir. C'est pas un objectif, un standard. Un standard, c'est ok, je vais arrêter ce putain de sucre maintenant, définitivement. C'est pas j'ai un objectif d'arrêter le sucre. C'est à partir de maintenant, j'arrête. Par exemple, maintenant, j'ai un standard de gagner 1 million d'euros par an. Ça, c'est un standard. C'est pas un objectif. L'objectif, c'est wishful thinking. C'est ce serait bien un jour que j'y arrive. Non, c'est un standard, c'est je dois gagner 1 million d'euros. Ça, c'est mon minimum. C'est le plancher. C'est ça que je dois faire. Et ça, le plus rapide moyen d'y arriver, c'est traîner avec des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. D'où le pouvoir du mentorat, du mastermind, etc. Ben, moi, j'ai traîné avec des gens, c'est que je n'hésite pas une seconde à mettre 100 000 $ pour faire appel à un pense qui a, un de mes mentors, il a vendu sa boîte 4 milliards. 4 milliards d'euros, il a des business à plus de centaines de millions d'euros. Ben, pour lui, d'un coup, quand je lui ai parlé de mon objectif à faire 100 millions d'euros, il fait ok, pas de problème. Moi, j'étais là, je fais ok. Donc, alors, j'avais encore le doute, tu vois, j'étais en train de me dire ouais, mais 100 millions, est-ce que je peux vraiment atteindre ça? Je fais ok, pas de problème, on va travailler là-dessus. Parce qu'il m'a transféré sa confiance qu'il a déjà fait lui-même. Il pense différemment, il voit un monde différemment. Donc d'un coup, ça me fait gagner un temps fou. Donc si je traîne avec des gens qui font 100 millions, je vais atteindre 100 millions. Si je lis, je me connecte à ces gens-là non-stop, c'est une question de temps parce que je vais rentrer dans la manière de penser, je vais imiter les choses, je vais faire les choses différemment, je vais faire les mêmes choses qu'ils vont faire, je vais modéliser leur stratégie, leur tactique, je vais apprendre tout ce que je peux. Et c'est comme ça qu'on peut absolument garantir d'y arriver. Donc pour moi, le plus grand changement qui a été, c'était de faire la traversée du désert, également de dire bye-bye, mes anciens potes qui sont et avec qui je respecte pleinement. Si je les revois avec grand plaisir de se prendre moi je prends un thé et puis ils prendront leur bière, mais moi je prends plus d'alcool, mais chacun, je respecte quoi que ce soit. Mais la traversée du désert, c'est être capable de dire c'est quoi, je vais prendre le risque de prendre un petit moment, je vais me sortir seul et de rejoindre un nouveau groupe qui va penser 10 fois plus grand. Si je veux atteindre 10 fois plus grand, le plus rapide moyen, c'est de traîner avec des gens qui font 10 fois plus grand. Et donc, ça va changer drastiquement ma pensée, mes actions, ma manière de parler, ma manière de marcher, ma manière d'agir. Et donc, ça change totalement mon identité. Donc, si je dois donner le plus grand conseil qui soit, élevez votre environnement. Merci Max. Avec plaisir, Alec. Et pour finaliser cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. C'est un calculateur x2. Et ce calculateur vous permettra de planifier comment vous allez en gros doubler votre chiffre d'affaires dans les prochains mois. C'est très puissant, c'est très apprécié et surtout c'est 100% gratuit. Donc c'est parti, cliquez maintenant pour obtenir vos accès à ce calculateur x2.